Merci de votre présence. Et puis, nous voici de nouveau ce soir confrontés à cette omniprésente et omnubilante question des rapports entre la chimie et ce que l'on appelle la vie. Je rappelle d'ailleurs au passage que nous sommes dans l'année 2011 et l'année internationale de la chimie. Un simple amateur de sciences comme moi, d'ailleurs, pourrait presque s'agacer qu'avec toutes les connaissances actuelles, que ce soit celles que nous avons sur les plus élémentaires particules de la matière ou sur les macrosystèmes physiologiques, biologiques, nous soyons, à ma connaissance en tout cas, toujours aussi incapables, je pense, de fabriquer du vivant à partir de l'inerte, de trouver le pont, en quelque sorte, à défaut de chaînon manquant. Alors, pour nous éclairer ce soir, Monsieur Armand Latte, je voudrais vous dire deux mots. Il est professeur émérite de chimie à l'université Paul Sabatier, c'est à Toulouse, président honoraire de la Société française de chimie, de la Société de chimie industrielle et de la Fédération française pour les sciences de la chimie. Ça fait beaucoup sur une carte de visite, mais bon, après tout, on n'a qu'à écrire petit. Donc, d'accord. Je lui cède la parole et n'oubliez surtout pas que vous aurez toutes les possibilités de lui poser des questions à la fin. Notez-les quand elles vous viennent à l'esprit, parfois au bout d'une heure, etc. On se dit j'avais quelque chose qui me tracassait tout à l'heure, puis j'ai oublié. Ça peut arriver, ça. Je vous en prie, Monsieur Armand Latte, c'est à vous. Merci beaucoup. J'aimerais avoir... Ah, ça y est, la diapositive est là. Alors d'abord, je me présente, je suis chimiste, et d'habitude, je dis « quelle horreur ». En général, c'est ce qu'on passe des chimistes. Et pourtant, je vais essayer de vous montrer que nous sommes tous des machines chimiques, avec en plus certainement des choses qui s'ajoutent à la chimie toute seule. Quand on a des produits qui sont isolés, ce n'est pas la même chose lorsqu'ils sont ensemble et qu'ils communiquent. Donc, nous allons essayer ensemble de parcourir ce chemin qui est loin encore de nous amener d'une particule vivante dans laquelle on pourrait retrouver toutes les caractéristiques du vivant, mais qui est un premier pas. Or, comme disait la marquise du Défend au XVIIIe siècle, lorsque ce monsieur d'Alembert l'interrogeait sur ce qu'elle pensait du miracle de Saint-Denis, qui, lorsqu'on lui a coupé le cou, est parti avec la tête dans ses mains et a franchi 10 mètres, eh bien, la marquise du Défend a dit, dans ces conditions-là, c'est seul le premier pas qui coûte. Mais nous sommes en train de franchir le premier pas, et c'est ce premier pas que je vais essayer de vous expliquer. Donc, vous êtes tous certainement, comme moi, vous vous posez la question des origines. D'où sommes-nous, d'où venons-nous, comment se fait-il que la vie est apparue, qu'apparemment on en trouve des formes évoluées, pour l'instant, que dans des planètes, que dans la planète Terre, bien sûr. Et toutes ces questions-là nous posent évidemment beaucoup de dilemmes. Il faut essayer de les résoudre, essayer scientifiquement peut-être de trouver comment on pourrait construire quelque chose de vivant. Alors nous allons progressivement essayer de trouver une définition de la vie. Je passe celle de Darwin, mais j'aime bien celle de Jacob. Les êtres vivants sont des machines chimiques. Vous êtes des machines chimiques. Vous ne vivez que parce que vous avez des réactions chimiques en permanence qui se passent dans votre corps. Et même si on les ignore, elles sont là et elles nous envahissent. Monod avait une phrase formidable. Il disait « Les vivants sont doués d'un projet ». Et alors, celle qui surprend toujours, même si c'est un Belge qui l'a dit, c'est celle de M. de Duve. La vie est ce qui est de commun à tous les êtres vivants. Et je crois que c'est une façon déterministe de voir la vie, mais une façon importante et intéressante parce que c'est vrai qu'on retrouve les mêmes caractéristiques du vivant dans une bactérie ou dans un mammifère, comme je vais vous le montrer dans un instant. Alors, je vais choisir la voie de l'évolution. Là, ce que vous voyez, pardon, c'est en anglais parce que je l'ai piqué dans un journal anglais. Et il y a l'opposition entre le créationnisme, qui est donc à droite de la figure, dans lequel le créationnisme imagine que tout d'un coup, il y a 10 000 ans à peu près, la vie est apparue telle qu'elle est actuellement sur la Terre. Et la façon dont ils raisonnent, c'est qu'ils partent d'une conclusion et ils essaient ensuite de faire coller les faits avec. Vous savez que le créationnisme est un problème très grave, en particulier aux États-Unis, puisque 20 États américains sur 50 n'enseignent pas l'évolution. Et je me rappelle une phrase de George Bush qui avait dit « Ah oui, mais encore, on n'a pas encore tranché sur la théorie de l'évolution ». Donc, c'est vous dire qu'un pays aussi avancé que les États-Unis, eh bien, repousse encore dans une grande partie cela. Il y a eu récemment un sondage, 44% des Américains pensent que la vie est apparue il y a 10 000 ans. Voilà, alors qu'on sait que l'univers date de 13 milliards 600 millions d'années à peu près, et que la Terre date de 4 milliards 500 millions d'années environ. Alors par contre, la méthode scientifique, c'est celle qu'il nous faut adopter, ce sont les faits, bien sûr. Et alors, quelle conclusion peut-on tirer de faits scientifiques ?
Alors c'est celle que nous allons adopter et dans l'évolution que l'on va faire, on va choisir cette théorie, c'est-à-dire qu'on va essayer de construire la plus petite partie vivante. Donc on ne va pas chercher à faire un homme immédiatement, comme faisait Paracels, l'alchimiste, qui disait c'est tout simple pour faire des homoncules, des petits êtres vivants, eh bien il suffit de mettre de la semence humaine dans un coin avec de la viande et de chauffer à 80 degrés à peu près, et au bout d'un certain temps vous verrez apparaître des petits hommes qu'il faudra instruire, il ajoutait, qu'il faudra instruire. Donc c'était évidemment ridicule. Il y a eu d'autres essais aussi qui ont été faits à partir de morceaux, je peux dire, de vivants. C'est le cas de Frankenstein, dont je vous rappelle que ce n'était pas le nom du monstre, mais c'était le nom du médecin. Frankenstein, c'est le médecin qui s'appelait Frankenstein. On dit toujours Frankenstein. Non, c'est pas le monstre, c'était le médecin. Donc il y a eu des tas d'essais qui ont été faits comme ça. C'est évidemment pas ce que nous allons essayer de faire. Nous allons essayer de construire un petit être vivant, la première particule vivante. Alors, la première particule vivante, eh bien, ce sera une cellule. Ce n'est pas un virus, parce qu'un virus n'est que vivant que par procuration. Il lui faut un vivant pour se reproduire. La première particule vivante, c'est une cellule. Alors, il y a deux types de cellules. Il y a les cellules qui ont des noyaux, c'est celles qui vous occupent actuellement et grâce auxquelles vous vivez. C'est ce qu'on appelle les eucaryotes, qui sont à droite. Ah, pardon, je vais aller trop vite. Voilà, ici. Bon, alors j'en ai un qui marche, moi. Voilà. Ici, ça c'est les eucaryotes, ce sont vos cellules qui constituent un sac avec dedans d'autres sacs. C'est-à-dire il y a compartimentation de compartiments. Il y a des compartiments et l'ADN en particulier, grâce auquel tous nos gènes sont mis à l'abri, eh bien, ils sont à l'abri dans un noyau. Par contre, les premières cellules qui sont apparues, vraisemblablement, c'était les prokaryotes, dans lesquelles il n'y avait pas de compartimentation. C'est-à-dire qu'il y en a encore des prokaryotes comme ça, pour les bactéries par exemple. Ce sont des sacs dans lesquels il y a mélangé les produits chimiques, tous ensemble, comme ça. Bien, c'est ça que nous allons choisir, puisqu'après, on passe des prokaryotes aux eucaryotes par l'évolution. Nous laisserons faire l'évolution. Nous allons choisir la plus petite partie vivante et on va essayer de fabriquer cette partie-là. Alors, pour définir un vivant, on a plusieurs termes. Il y a, si on regarde un vivant, il est en général, il est doté de plusieurs qualités. D'abord, il est fondé sur une complexification de la matière, c'est-à-dire que les produits chimiques qui le constituent sont multiples et sont très souvent des polymères, La deuxième partie, c'est qu'un vivant est doué d'un métabolisme, c'est-à-dire qu'il prend des aliments ou bien tout ce qui peut l'aider pour se reconstruire, et puis il vit avec, et donc il le transforme avec une énergie particulière. Et puis il a une qualité, c'est qu'il se reproduit, il peut se reproduire. Alors comment se reproduit-il ? Il se reproduit en particulier il se reproduit à l'identique, grâce au message génétique qu'il a, c'est-à-dire ce génome dont on sait maintenant connaître, par exemple même pour l'homme, quels sont les constituants, quels sont les gènes qui le constituent, et grâce à ce génome, eh bien, il se reproduit de la même manière. Donc on va essayer de trouver, et vous comprendrez pourquoi je parle de cela à ce moment, parce qu'ensuite je vais l'abandonner, et je ne vais pas en parler pendant les 3/4 du temps, mais j'en reparlerai à la fin. On va se poser la question, combien faut-il de gènes pour qu'une bactérie de ce type, ça c'est un mycoplasme, puisse se reproduire. Alors ce mycoplasme doit avoir dans les 500 gènes à peu près. À côté de cela, il y a un autre micro-organisme qui a 1700 gènes. Et ils se sont séparés il y a à peu près 1,5 milliard d'années. Et lorsqu'ils se sont séparés, ils ont gardé certainement dans leur génome une partie des gènes de notre ancêtre commun. Donc on s'est dit, on va rechercher quels sont les gènes communs à ces deux micro-organismes. On en a trouvé plus de 200. Et de proche en proche, un petit calcul a montré qu'il faudrait à peu près 250 gènes pour que l'on puisse avoir un système qui soit capable de s'auto-reproduire. Donc on cherchera éventuellement à fabriquer une bactérie, qui est donc un prokaryote, qui n'a pas de noyau, en lui mettant dedans les produits chimiques nécessaires et en lui mettant, pour qu'il puisse se reproduire, un génome fabriqué de façon synthétique, par exemple, et qui permettra de ce génome tout simple de reproduire à l'identique le produit qui sera formé grâce à cette combinaison de gènes. Donc c'est le premier point, vous voyez. Donc à cette époque, quand j'ai commencé à préparer cet exposé il y a quelque temps, je disais, oui, mais ça, on pourrait imaginer que l'on fasse une sorte de boule dans laquelle on mettrait les produits chimiques et puis on fabriquerait par ordinateur, par exemple, un génome, on le collerait là-dedans et ça donnerait une nouvelle bactérie qui se reproduirait, etc. Et là, on aurait vraiment reconstitué la vie.
Eh bien, je croyais que cela ne se ferait pas, et vous verrez tout à fait à la fin de mon exposé où l'on en est de cette affaire-là. Alors, un autre exemple. Tenez, voilà par exemple ce qu'on appelle l'Escherichia coli, c'est donc une cellule prokaryote également, c'est aussi un sac avec dedans les produits en vrac. Alors surtout, il y a à peu près 5000 produits chimiques dans cet Escherichia coli. Vous en avez tous, de l'Escherichia coli chez vous. Vous savez qu'on a plusieurs kilos de bactéries dans notre organisme. Bien voilà, en particulier. Eh bien, cet Escherichia coli, il contient 5000 produits. Et sur 5000 produits, 4000 sont des polymères, dont la vie est essentiellement une vie chimique de polymères. Ah, non, c'est pas ça qu'il fallait faire. Voilà. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'il y a une unité du vivant, et cette unité apparaît et nous rend très modeste quand on le regarde. Si on compare le contenu chimique d'un mammifère avec de cellules d'un mammifère avec une bactérie, par exemple, vous pouvez constater que l'eau, c'est la même quantité, les ions inorganiques, la même chose, les métabolites aussi, les protéines en gros pareil. Il y a que les acides nucléiques pour lesquels il y a quelques différences et on comprend, puisque c'est pas évidemment le même support qu'il faut pour une bactérie que par rapport à un mammifère, etc. Vous voyez que on a la même composition chimique qu'une bactérie. Et ça, c'est extraordinaire et ça nous rend modestes, bien sûr. Alors, je me suis amusé à lister ici tout ce qui est particulier pour un être vivant au point de vue chimique et biochimique. Alors, par exemple, le premier terme, c'est que tous les êtres vivants ont un ancêtre commun. Et ça, vous avez pu voir, la bactérie a la même composition que nous, donc nous sommes issus certainement d'un même ancêtre. Et d'ailleurs, on retrouve les mêmes produits dans la bactérie comme dans un être vivant humain comme nous. Il y a un deuxième point, c'est que la chimie du vivant est très économe. C'est-à-dire que quand une cellule va constituer des produits, petit à petit, elle ne va retenir que ceux qui sont capables de faire plusieurs actions. Et par exemple, il y a des molécules qui sont capables de transférer des électrons, de transférer l'énergie, d'apporter un gène, d'assister à un gène particulier. C'est la même molécule qui sera capable de faire ça. Donc il y a une économie dans les molécules. On a l'impression qu'il y a un dessin qui a fait que l'on a choisi parmi les molécules celle qui était le plus efficace. Ensuite, ce qui est un peu plus compliqué à comprendre, c'est le point 3, c'est-à-dire que lorsqu'on a des organismes, ils ont une structure ordonnée. On regarde même une bactérie, c'est quelque chose d'ordonné, il y a de l'ordre là-dedans. Et ça, pour créer de l'ordre, c'est en sens inverse de ce qu'on fait d'habitude, parce que l'évolution vous amène plutôt vers le désordre. C'est ce qu'on appelle l'entropie. On va toujours vers l'entropie croissante, donc vers un désordre. Or, le vivant, c'est l'inverse. Et pendant longtemps, on s'est dit, mais le vivant est caractérisé par le fait qu'il n'a pas les mêmes règles de thermodynamique et qu'il obéit à des règles différentes, puisque on va en sens inverse de l'entropie. Ce n'est pas vrai. On a les mêmes règles, seulement il faut les considérer d'une autre façon. Et donc, en particulier, des interactions du type hydrophobe, c'est-à-dire celles qui font que se rassemblent des molécules d'huile quand on essaie de les dissoudre dans l'eau, parce qu'elles ne se dissolvent pas, elles restent ensemble, parce qu'elles ne veulent pas aller dans l'eau, elles sont hydrophobes, comme on appelle. Donc l'énergie de l'être vivant est utilisée sous forme de ce qu'on appelle l'énergie chimique, qui est une énergie qui fait que, par exemple, on n'a pas besoin de chauffer autant quand on fait une réaction chimique, il suffit d'exalter l'activité d'une molécule, et la vie sait exalter ces activités de façon à ce que les plus grosses molécules se forment plus facilement. Il y a complémentarité de structure, ça c'est une chose qui nous accompagne toujours. Nous avons tous des récepteurs particuliers. Dans le cerveau, par exemple, on a des récepteurs qui sont complémentaires de structures de petits peptides, qui sont des encéphalines qu'on appelle, c'est-à-dire que quand on a une souffrance, eh bien, nous émettons ces encéphalines et notre récepteur les reçoit et nous aide à supporter la souffrance en la faisant diminuer. Quand on prend de la morphine, c'est mimer l'encéphaline, avec la différence que les petits peptides que l'on utilise d'habitude, ils se détruisent progressivement, alors que la morphine va rester, qu'il en faut de plus en plus pour avoir une activité. Donc ça, c'est parce que tout simplement, vous avez un récepteur, la molécule arrive, et là, l'action des deux, puisqu'il y a complémentarité de structure, il va reconnaître, les deux vont se reconnaître, et il y aura une activité qui va apparaître. Il y a des régulations de métabolisme, des biosynthèses, ça c'est des choses qui se font avec des systèmes très complexes. Et enfin, l'information génétique est codée par des symboles de dimensions sous-moléculaires, l'ADN et la molécule, et c'est les fractions de cet ADN qui sont les sous-molécules qui interviennent. Alors voilà une définition de la vie, c'est la capacité d'un système de se maintenir loin de l'équilibre parce que lorsque vous avez une cellule, une petite modification peut la tuer, or elle va résister à cela.
L'équilibre, c'est quelque chose que si on applique une petite modification, il va en résulter une petite modification de l'équilibre, et si vous remettez les conditions précédentes, vous retombez sur le même équilibre qu'au départ. Par contre, pour une cellule, c'est pas ça, vous risquez de la tuer. Or, elle arrive à se défendre loin de l'équilibre, de croître, de se multiplier, et ça parce qu'elle a de l'énergie qu'elle récupère et de la matière, tout ça étant fourni par l'environnement. Ah, encore une fois, voilà. Alors, maintenant, nous allons partir sur plusieurs hypothèses. J'ai indiqué dans le résumé que j'avais envoyé que nous allons examiner 3 origines pour les produits chimiques qui constituent le vivant. D'abord, on va supposer que c'est sur la Terre qu'ils se sont formés. Puis après, nous allons supposer que nous sommes tous des extraterrestres, c'est-à-dire que la matière qui a servi à fabriquer le vivant est arrivée des espaces interstellaires. Donc on va supposer ça. Et puis la troisième, qui rejoint un peu la Bible, on va supposer que nous arrivons des fonds des abysses, c'est-à-dire que c'est au fond de la mer que se sont constituées les molécules à partir desquelles les cellules sont apparues. Donc le Dieu ou le grand architecte ou ce que nous voudrons prendre suivant notre foi, eh bien, a dû choisir dans tout cela et on va essayer de choisir avec lui. Alors d'abord, un premier point, si la vie est apparue sur la Terre, il devrait y avoir une coïncidence entre la constitution de la Terre au point de vue chimique et notre constitution à nous. Or, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, regardez, le carbone, vous avez ici en blanc les organismes, en noir la croûte terrestre. Le carbone ici, eh bien, sur les organismes, il y en a beaucoup, croûte terrestre, il n'y en a pas beaucoup. Inversement, la silice, alors là, dans la croûte terrestre, il y a beaucoup de silicium, il y en a très peu chez nous. L'hydrogène, c'est la même chose, l'oxygène, etc. Vous voyez, il y a une différence de composition chimique de la Terre et de ce que nous sommes, de ce qu'est une bactérie ou de ce qu'est un mammifère. Donc on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment sur Terre que c'est apparu? Alors, nous allons essayer de remonter très loin, au moment de l'explosion, enfin je dis explosion, mais de l'événement extraordinaire du Big Bang, qui s'est produit il y a 13 milliards 600 millions d'années à peu près, où il s'est fait, à la suite d'un événement qui est très difficile à comprendre, au cours duquel la matière, l'énergie, le temps, tout cela s'est créé en même temps. Il n'y avait pas de temps, il n'y avait pas d'énergie, il n'y avait pas de matière, et tout est apparu d'un coup. Alors ça, c'est extraordinaire et difficile à expliquer, je ne m'y risquerai pas. Alors, est-ce que le Big Bang a existé? D'abord, le Big Bang, le nom a été donné par Monsieur Hoyle, qui était contre le Big Bang, pour lequel il estimait que c'était une vie continuelle qui se faisait. Par contre, Georges Gamow, qui a sauté là-dessus, a retenu ce terme de Big Bang pour pouvoir donner une explication. Alors, est-ce que vraiment le Big Bang a existé? Est-ce qu'il y a eu un instant particulier où il y a 13 milliards 600 millions d'années, d'un seul coup, tout cela, le temps, l'espace, la matière, tout ça est apparu? Alors, c'est des questions qu'on peut se poser et qui ont été prouvées de différentes façons. D'abord, en regardant les galaxies, qui s'éloignent toutes avec la même vitesse, ce qui veut dire qu'elles sont parties du même endroit, certainement, et elles continuent à s'éloigner. Alors, on a l'impression qu'elles s'éloignent. En fait, c'est l'espace qui se crée au fur et à mesure que le temps passe. Alors, pour l'imaginer, c'est très simple. Vous prenez un ballon d'enfant, ce qu'on vous donne quand vous achetez des chaussures, sur lequel vous mettez des petits points rouges, jaunes, etc., et vous soufflez. Et à ce moment-là, vous voyez que l'espace se crée et en même temps, les points s'éloignent. C'est comme ça que les galaxies se sont formées, qu'elles se sont éloignées. Donc, c'est par création de l'espace. Donc, on a envoyé en 1989 un satellite, le satellite COBE, parce qu'il y avait une hypothèse qu'avait émise Gamow qui disait, si le Big Bang a existé, il a dû y avoir à un moment donné une lumière extraordinaire liée, une énergie, une onde extraordinaire liée au rayonnement qui devait sortir de ce Big Bang, de cet événement. Et donc, on doit encore trouver trace de ce rayonnement. On doit le trouver dans toutes les directions, il doit être identique. Or, il y avait dans les années 60 une équipe de personnes qui travaillaient en télécommunication qui avaient observé effectivement qu'ils étaient toujours gênés avec une antenne, ils avaient toujours des parasites. Et ces parasites, c'était le reste du Big Bang, ce flux qui reste encore visible et que le satellite COBE a mis en évidence dans un premier temps, vous voyez comme celui qui est en haut, dans lequel vous voyez apparaître des différences, c'est-à-dire que en mesurant des différences de degrés très petites, de plusieurs centaines de millièmes de degrés Kelvin, eh bien, on arrive à trouver dans le flux qui est à peu près à 2,7 Kelvin, c'est-à-dire à très très basse température, dans le flux que l'on mesure en ce moment, on trouve des irrégularités. Et ces irrégularités, elles sont apparues encore plus nettement lorsque 2 ans plus tard, on a envoyé le deuxième satellite, le WMAP, qui est ici, dans lequel vous voyez apparaître des granulations ici,
des granulations, voilà, qui sont le début de formation des galaxies. C'est-à-dire que les différences de température que l'on a pu mesurer, qui sont, je dis bien, au centième de millième de degré près, 100 millièmes de degré près, eh bien, c'est la formation, l'agrégation de matière qui apparaît. Et donc, ceci est une vue de 330 000 ans, à peu près 350 000 ans après le Big Bang. Autrement dit, c'est une vue d'il y a 13 milliards et quelques centaines de millions d'années. Vous voyez, donc c'est donc 200 millions d'années à peu près. C'est donc des vues très anciennes qui nous montrent que le Big Bang a réellement existé, qu'il en reste une trace. Cette trace nous montre la vision de l'univers tel qu'il commençait à se former. Alors depuis, on a envoyé un autre satellite qui est ici, Haeckel, c'est un télescope, et ensuite Planck, c'est le satellite, qui a des mesures encore plus précises et qui nous donne des images absolument sensationnelles. Ça, c'est les avant-dernières que j'ai ici, où on voit ces granulations qui sont le début de formation de nos galaxies, de la Terre en particulier, de tout ça qui commence à s'agréger, qui apparaît. La dernière image de Planck que je n'ai pas ici, mais que je vais ajouter à ma conférence dorénavant, est magnifique parce qu'on voit la Voie lactée, on voit la galaxie et on voit tout autour, notre galaxie, et tout autour on voit cette granulation qui est l'apparition des nouvelles galaxies tout autour. Alors, nous allons maintenant nous mettre dans cette hypothèse de la Terre sur laquelle les molécules sont apparues. Comment se sont-elles formées? Alors, j'ai déjà dit que dans le Big Bang, les éléments légers se formaient, il y a des éléments qui se forment. Après 300 000 ans, à peu près, la soupe qui était là, qui était très chaude, a commencé à se refroidir. Les atomes ont commencé à se former, c'était des atomes légers. Et par la suite, c'est l'explosion des étoiles qui a conduit à la formation des éléments plus lourds, le carbone et les autres dont on a besoin pour constituer les corps et les minéraux également. Alors la Terre, elle s'est formée il y a 4 milliards 500 millions d'années à peu près, comme ceci est indiqué. Et vous pouvez voir qu'il y a plusieurs évolutions qui vont paraître. D'abord, il y a une évolution atomique, parce que, bien sûr, il y avait une très forte radioactivité. Il y avait également des modifications de par l'apport de substances étrangères, etc. Et on peut situer à peu près l'origine de la vie sur Terre il y a 3 milliards 500 millions d'années. Alors pourquoi la situe-t-on avec autant de précision, si je puis dire? C'est tout simplement parce qu'on a des preuves d'existence à cette date-là, il y a 3 milliards 500 millions d'années, comme je vais vous les montrer dans un instant. Donc il y a à peu près, vous voyez, quand un chimiste il raisonne avec la matière, avec l'énergie, avec le temps, il a fallu à peu près 1 milliard d'années pour constituer la vie, qui ensuite a évolué, l'évolution biologique a commencé, l'évolution chimique a continué parce que l'atmosphère de la Terre était une atmosphère réductrice. Il n'y avait pas d'oxygène. La vie est apparue en dehors de l'oxygène. Nous gardons ça dans nos cellules d'ailleurs, puisqu'on ne vous fait pas respirer de l'oxygène pur. La plupart du temps, on essaie de le mélanger avec autre chose. On a un refus de l'oxygène pur encore. On a gardé dans nos cellules, certainement, le souvenir des premières cellules qui sont apparues dans un milieu qui était en l'absence d'oxygène. Il s'est fait des bactéries anaérobies dans un premier temps. Petit à petit, elles ont adopté la photosynthèse. Donc, la photosynthèse, ça veut dire que on a transformé des molécules qui étaient dans l'atmosphère pour les transformer en oxygène. On a eu de l'oxygène qui est apparu. À partir de ce moment-là, la vie telle que nous la connaissons a commencé à apparaître. Et au bout d'un certain temps, eh bien, l'évolution chimique s'est arrêtée. L'évolution biologique s'est continuée jusqu'à ce que l'être que nous sommes, parfait, est apparu. Alors voilà la preuve de l'existence de cyanobactéries il y a 3 milliards 500 millions d'années. C'est dans l'Australie où on trouve que certaines cyanobactéries ont constitué des colonies. Il y a donc dans des roches qui ont 3 milliards 500 millions d'années, qu'on sait dater. Donc on sait qu'il y avait des bactéries et on a eu la preuve d'abord parce qu'il s'est fait des formations un peu spéciales. Ah, j'arriverai ici. Vous voyez, qui sont des formations géométriques un peu spéciales. Tout simplement, il s'est fait des couches de ces bactéries qui, petit à petit, sont mortes en déposant du calcaire. Ces couches de calcaire ont subsisté et dont elles sont la preuve de l'existence d'une vie il y a 3 milliards 500 millions d'années. Autre preuve, si on arrive à extraire quelques molécules organiques de ce magma et qu'on les analyse, nous avons des preuves chimiques également que c'est originaire de quelque chose de vivant. Parce qu'en particulier, nous avons dans notre corps des systèmes qui fabriquent les molécules, par exemple les acides, 2 atomes par 2 atomes. Ce qui veut dire que les produits que nous fabriquons, en longue chaîne, sont toujours un nombre pair d'atomes de carbone. 12, c'est 12, c'est 14, c'est 16, c'est 18, etc. Et d'ailleurs, si vous regardez les savons naturels que vous achetez, c'est toujours avec des nombres, si vous regardez la notice, avec des nombres pairs d'atomes de carbone, parce qu'on ne sait faire que ça. Donc si, analysant les produits organiques, vous trouvez
qu'il y a essentiellement des produits à nombre pair d'atomes de carbone, c'est la preuve, la marque de l'existence d'une vie qui a conduit à cela. Alors un autre, voilà une vue meilleure encore de ce qu'ont laissé les cyanobactéries, vous voyez ce qu'on appelle les stromatolites, dans lesquels vous avez la formation de ces couches les unes sur les autres. Ceci, c'est beaucoup plus récent. Ce sont des, je le montre parce que nous allons avoir à discuter tout à l'heure de l'existence de la vie sur Mars, par exemple. Et ça, c'est des fossiles de verre qui sont calcifiés avec des formes un peu spéciales, mais qui prouvent qu'il y a 2 millions d'années, à peu près 2 900 000 ans, je crois, il y avait ce genre de verre sur la Terre. Alors, pour fixer les idées maintenant, essayons de réduire. C'est toujours très difficile de fixer des dates quand on parle de milliards d'années comme cela. On va supposer que depuis le début du Big Bang jusqu'à maintenant, jusqu'à l'apparition de l'homme, il s'est passé 24 heures. Comme ça, vous allez voir l'ordre de grandeur. Dans 0 heure, ça commence. 6 heures, les étoiles naissent. 16 heures, le système solaire. 17h30, la vie apparaît sur la Terre. 19 heures, l'activité chlorophyllienne apparaît. 23h20, c'est la première plante. Et enfin, à minuit, pratiquement, une minute ou une seconde avant minuit, c'est la naissance de l'Homo sapiens. Voilà, en 24 heures, donc vous pouvez voir comme ça, en gros, les différences. Alors, nous restons toujours dans cette hypothèse de l'apparition de la vie sur la Terre, avec la formation des molécules du vivant. Il y a une hypothèse qui était liée à 2 grands savants, Oparin soviétique et John Haldane américain. Et vous verrez, je parle tout à fait à la fin de la compartimentation, il y a eu aussi toujours un soviétique avec un américain, parce que le soviétique essayait de démontrer qu'on n'avait pas besoin de Dieu pour créer la vie, et l'américain se greffait sur les programmes américains qui lui permettaient d'avoir de l'argent pour continuer à faire sa recherche. Donc il y a eu constamment, depuis 1965, pratiquement, ces équilibres-là. Alexandre Oparin, c'est beaucoup plus ancien que ça. Alors pour eux, ils supposent que le réacteur, c'est l'atmosphère terrestre. Donc qu'est-ce qu'il y avait? La Terre, stérile, peut-être, sèche peut-être aussi, nous allons voir comment elle s'est mouillée, et puis une atmosphère qui n'avait pas d'oxygène, mais qui avait des molécules comme le méthane, l'ammoniac, l'eau qui provenait du soleil, donc des étoiles, le CO2, l'hydrogène sulfuré, l'eau qui provenait du dégazage du manteau terrestre. C'est une hypothèse. Hein. Voilà, en gros, on sait que c'était réducteur, mais c'est une hypothèse de constitution de l'atmosphère terrestre qui n'était pas oxygénée. Ceci est critiquable, et vous voyez que j'ai discuté au-dessous. L'atmosphère primitive était certainement différente. Il y avait plus de CO2 que ce qu'on pensait. Le CO2 était en très grande quantité, beaucoup plus que maintenant. Il y avait un effet de serre considérable qui a conduit à des déluges formidables également. Il y avait des concentrations de molécules organiques qui n'étaient certainement se diluer vraisemblablement dans les océans, et à ce moment-là, on comprend même comment on peut former une vie avec une dilution trop grande. Il fallait aussi des catalyseurs, des inhibiteurs qui n'étaient pas expliqués par la théorie, et puis le fait qu'il n'y avait pas d'oxygène fait qu'il n'y avait pas d'ozone non plus, et que par conséquent les UV tapaient fort, et que toute molécule qui était préparée à ce moment-là était cassée. Donc c'est une contradiction par rapport aux hypothèses d'Oparin et John Haldane, mais ça ne va pas nous empêcher de l'imaginer, cette hypothèse, d'essayer de voir si ça marche. Alors les 2 autres hypothèses, c'est la panspermie, c'est-à-dire le fait que nous sommes tous des extraterrestres, et puis les sources abyssales. Alors restons toujours dans la Terre. Voilà ce que disait Charles Darwin: dans une petite mare chaude, toutes sortes de sels d'ammonium, du phosphate, de la lumière, de la chaleur, etc. Et un composé se forme, et c'est comme ça qu'il imaginait que les molécules de la vie s'étaient formées. Eh bien, c'est vrai, peut-être que ça a été comme ça. Et la première chose qu'on peut se poser comme question, c'est d'où vient l'eau sur la Terre? Eh bien, l'eau sur la Terre, elle vient du ciel. L'eau a été apportée par des micro-météorites qu'on appelle les chondrites carbonées, qui contiennent à peu près 20 à 22% d'eau, qui tombent encore sur la Terre constamment, puis qui tombent sur la Terre entre 30 000 et 40 000 tonnes de météorites par an à l'heure actuelle. Il devait en tomber beaucoup plus à l'époque. Ce sont des particules extrêmement petites, mais qui contiennent beaucoup d'eau. Alors imaginez ça pendant des millions, c'est ça qui a garni nos océans. L'eau ne vient pas du centre de la Terre, l'eau vient de l'extérieur, apportée par les petites particules qui viennent en dehors du système solaire. Alors, deuxième chose, pour un chimiste, quand il fait une réaction, il a besoin d'énergie. Donc on a les produits dont j'ai parlé, méthane, hydrogène, ammoniac, etc. On a l'eau également qui est absolument nécessaire. Maintenant, il nous faut l'énergie. Est-ce que c'est le soleil?
Alors non, c'est pas le soleil, même si c'est le soleil qui apportait certainement le plus d'énergie à l'époque. Pour qu'il y ait une réaction chimique, il faut que les molécules absorbent le rayonnement solaire. Or, le rayonnement solaire n'est pas dans les gammes de longueur d'onde qui sont absorbables et qui sont reconnaissables par les molécules. Donc, ce n'est certainement pas ça qui a agi. Et par contre, il y a plusieurs autres hypothèses. Il y avait beaucoup de foudre à l'époque, beaucoup de décharges électriques. Il y avait des ondes de choc aussi, parce qu'il y avait beaucoup de météorites qui tombaient. On fait actuellement de la réactivité chimique en faisant tomber l'un sur l'autre avec une grande puissance de corps solides, par exemple. Donc là, on pouvait imaginer que c'était ça aussi qui se produisait. Et puis alors, il y a la chaleur volcanique, les rayons cosmiques, etc. Mais ce qui a semblé intéressant à un chimiste américain qui s'appelait Miller, c'était de retenir le côté électrique. Et il a eu l'idée d'essayer de se replacer dans les conditions qui étaient susceptibles d'avoir conduit aux molécules du vivant, c'est-à-dire essentiellement les acides aminés, les sucres, etc. Alors ce qu'il a fait, c'est tout simple. Dans le récipient que vous voyez ici, il a mis du méthane avec de l'azote, de l'ammoniac. L'ammoniac, on peut l'expliquer facilement au point de vue synthèse, de l'hydrogène. Il a fait éclater l'étincelle électrique, comme s'il y avait la foudre qui existait, en disant c'est ça qui a amené la synthèse. Et puis, comme s'il laissait ces molécules en contact avec les électrodes, petit à petit, elles se seraient décomposées, puisqu'on peut, par traitement électrique, comme ça, décomposer les molécules organiques. Alors, vite, il les refroidit dans un condenseur, qui est ici, et il recueille ici l'eau et il fait circuler. Au bout d'un certain temps, il recueille ici des échantillons, il les analyse. Et oh surprise, dans l'eau qui est là, il retrouve énormément de produits du vivant. Par exemple, une vingtaine d'acides aminés, donc 8 ou 10 des acides aminés qui sont ceux que nous utilisons et qui constituent nos protéines. Il retrouve de l'acide cyanhydrique, il retrouve des sucres, il retrouve énormément de choses qui ressemblent aux molécules du vivant. Donc on a pu dire, et on peut accepter cette hypothèse, si la vie est apparue sur Terre, les molécules du vivant ont été formées par une réaction de ce type. Alors voilà le genre de molécules dont on ne regardait pas les structures, mais c'est tout simplement pour vous montrer qu'il y a eu énormément de molécules qui ont pu être constituées par l'expérience de Miller. Depuis, il y a eu un foisonnement d'expériences autour du même type, en mettant du phosphore, de l'ammoniac, pas d'ammoniac, l'azote, etc. Et toujours, on trouve des tas de molécules comme ça, avec en particulier des aldéhydes et l'acide cyanhydrique. L'acide cyanhydrique, j'insiste un peu là-dessus, même si l'acide cyanhydrique est un produit dangereux, parce que quand vous regardez une des molécules les plus importantes qui nous constituent, que l'on appelle l'adénine, c'est une molécule complexe, pardon de vous montrer des molécules, j'aurais préféré ne pas insister trop sur des termes chimiques comme ça, mais c'est une molécule, l'adénine ici, qui est une molécule très importante. C'est une de celles qui occupe plusieurs emplois. Elle sert pour les échanges d'électrons, elle sert dans les acides nucléiques, elle sert dans beaucoup d'endroits, cette molécule-là. Et si on regarde sa formule, c'est 5 fois l'acide cyanhydrique. L'acide cyanhydrique est notre poison à tous. Donc il y a des Américains qui se sont dit, puisque dans l'expérience de Miller on trouve l'acide cyanhydrique, peut-on synthétiser l'adénine à partir d'acide cyanhydrique? Et ils ont réussi. Avec 4 réactions, dont 2 photochimiques, ils ont réussi à préparer l'adénine. Donc l'acide cyanhydrique sert à quelque chose, et le fait de le retrouver dans l'expérience de Miller peut prouver que ça a été effectivement un maillon indispensable. Alors par contre, il y a quelque chose qui est très gênant, c'est que les molécules du vivant, et là je vais me servir de mes mains, les molécules du vivant ne sont pas symétriques. Certaines ne sont pas symétriques. N'étant pas symétriques, elles peuvent exister sous plusieurs formes. Et en particulier, lorsque vous faites une molécule qui a la forme de ma main, comme cela, qui est une molécule asymétrique, eh bien, quand nous faisons la synthèse au laboratoire, nous faisons les deux. C'est-à-dire que nous faisons la main gauche et la main droite, qui est l'image l'une de l'autre, vous voyez, comme ça. On fabrique ces 2 produits. Or, sur la Terre, le vivant n'en fabrique qu'un. Alors ça a été considéré aussi comme une caractéristique du vivant. Et ça se retrouve dans les propriétés du vivant. Par exemple, si vous prenez le liseron, le convolvulus ariensis, qui est ici, hop, encore une fois, voilà, qui est ici, vous voyez, il s'enroule. Il s'enroule toujours dans le même sens. Alors lui, il s'enroule en hélice droite. Alors ça veut dire que vous avez une hélice droite et que l'image dans le miroir, c'est une hélice gauche. Mais vous n'avez toujours que l'hélice droite, vous le regarderez. Le liseron, c'est toujours l'hélice droite. Et si vous prenez le chèvrefeuille, c'est l'inverse. C'est une hélice gauche. Il s'entoure en sens inverse. Et vous n'avez jamais l'hélice droite. Donc le vivant fait un choix.
Il fait un choix entre les molécules et ça, quand nous travaillons, nous ne savions pas le faire sans avoir une source qu'on appelle de chiralité, du mot chiral qui vient de chiromancienne, etc., c'est-à-dire de la main. Si on n'avait pas cela, eh bien, on n'était pas capable de faire des molécules qui soient chirales, qui soient asymétriques comme ça. Donc, vous avez aussi un autre exemple, c'est celui des coquillages. Ils sont la plupart du temps dextres, c'est-à-dire quand on les regarde de par le haut, l'ouverture se trouve à droite, et très rarement senestres. Et quand ils sont senestres, c'est-à-dire que l'ouverture est à gauche, alors à ce moment-là, pour dans certaines peuplades, ça devient des dieux que l'on adore, que l'on met dans un coin, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les bactéries même, quand elles se déplacent, et là nous avons une bactérie qui est Bacillus subtilis, qui se déplace, eh bien elle se déplace toujours en formant des hélices dans un sens, et si on change la température, on forme l'hélice dans l'autre sens. Mais c'est toujours avec un seul sens. Alors là, encore une fois, même image dont j'ai parlé, c'est pas la peine d'insister. Vous savez tous que la plupart du temps, ce sont des destres que l'on a comme coquillage. Et vous voyez l'image, par exemple, la dernière image des deux escargots là, vous montre ce problème de dissymétrie dont je parlais. Si nous avions à faire deux escargots comme ça, disons en plaisantant, on ferait les deux à la fois. Et la vie n'en fait qu'un. Bon, elle fait de temps en temps, elle se trompe, elle fait le senestre également, mais la plupart du temps, elle fait le dextre. Alors là, c'est une phrase pour laquelle je m'incline, c'est Pierre Mauroy qui l'a dit, puisqu'il s'agit de la droite et de la gauche. Il a dit la droite et la gauche, c'est pas la même chose, c'est pas du tout la même chose. Alors je peux vous signaler que Copé a dit ça il y a 15 jours aussi, de la même façon. Il a dit que la droite et la gauche, c'était pas du tout la même chose. Donc c'est vrai, hein, nous fabriquons, les chimistes, la droite et la gauche en même temps, et par contre, la vie fabrique essentiellement la gauche. Voilà, alors... Comment peut-on expliquer, alors ça c'est un peu compliqué, je vais passer un peu rapidement là-dessus, comment peut-on expliquer quand même que l'on a fait apparaître un seul des deux produits, c'est-à-dire la main gauche et pas la main droite en même temps? Pourquoi? Comment c'est passé? Alors il y a une première expérience qui est celle de M. Kuhn, il a pris un produit, vous voyez la molécule qui est là, je reviens à l'arrière, encore, alors voyons, non c'est pas ça, voilà, la molécule qui est en haut, ici, elle a un carbone qui a 4 substituants. Et les 4 sont différents. Ce qui veut dire qu'il y a une dissymétrie, une asymétrie. Et si vous le constituez dans l'espace, ce carbone qui est au centre d'un tétraèdre, vous aurez une image qui ne sera pas superposable à l'autre. Et c'est ça qu'il faut faire, c'est-à-dire faire un des deux produits seulement, alors que nous, en chimie, nous faisons les deux en même temps. Eh bien, quand on irradie avec certains rayonnements provenant de radioactivité, par exemple, eh bien, on arrive à détruire une partie de l'un et on n'a que 5% de formation de l'autre. Par contre, un de nos excellents chimistes, Henri Kagan, a réussi par une réaction photochimique à faire des hélices tantôt droites, tantôt gauches, suivant le type de photochimie qu'il réalisait. Donc il a réussi à faire des synthèses grâce à une lumière qui, elle, était asymétrique. Voilà, ça a été un beau travail. Et depuis, on a trouvé la solution finale. C'est un Japonais qui a trouvé ça, en travaillant avec des molécules un peu surprenantes, dans lesquelles on voit apparaître... Vous voyez à nouveau ici un carbone qui porte 4 substituants différents. Eh bien, il a réussi, grâce à la formation d'une petite quantité de l'un des énantiomères, de l'un de ces produits, droite ou gauche, il a réussi à obtenir un très grand rendement en produit optiquement actif, en produit chiral. Cela s'explique par deux phénomènes, l'amplification et puis l'autocatalyse qui permet d'avoir ça. Donc, c'est un problème un peu compliqué, mais que je voulais à tout prix soulever, parce que souvent on vous dit, oui, mais la vie, elle fait des produits qui sont droits, alors que vous ne savez faire que le mélange des deux, par exemple. Oui, mais c'est pas vrai, on peut maintenant faire l'un ou l'autre, suivant le cas. Et on a une explication, c'est plus la peine de se mettre derrière ça en disant, on ne peut pas expliquer la vie, à partir de ça, il faut qu'il y ait un être extraordinaire qui l'ait créé, parce que sinon, c'est pas possible, puisqu'il n'y avait qu'un seul des composés qu'on n'est pas capable de faire de façon univoque. Alors, nous passons maintenant à la deuxième hypothèse. Vous allez accepter avec moi que l'on peut, et je ne vais pas vous détailler la totalité, on peut faire toutes les molécules du vivant sur la Terre grâce aux expériences du même type que celles de Miller. Donc nous passons maintenant dans les espaces extraterrestres. Et on commence par examiner ce que l'on trouve sur les espaces eux-mêmes, sur l'atmosphère du Soleil, sur Vénus, sur Mars, etc. Vous voyez tout le type de molécules que l'on trouve dans l'espace un peu partout. Et alors c'est encore pire maintenant quand on regarde les derniers travaux, il y a des molécules qui vont jusqu'à 13 atomes que l'on retrouve dans les comètes ou ailleurs et que l'on peut caractériser par les voies spectroscopiques. Voilà le nombre de molécules que l'on trouve dans les espaces. Donc l'espace n'est pas vide, il est rempli de molécules. Donc il faut trouver une explication. Comment se sont-elles formées? Alors quand on prend une météorite, et ça c'est une météorite qu'on a trouvée en Australie, la météorite de Murchison qu'on appelle, qui pèse plusieurs kilos.
Elle a perdu 90% de son poids en tombant sur la Terre. On a trouvé dedans 8 acides aminés, on a trouvé 70 acides aminés, mais il y en a 8 qui correspondent à nos propres acides aminés dont on a besoin. Et d'ailleurs, ils sont avec une légère asymétrie. Donc, qui semble prouver la présence également de quelque chose de vivant ou alors d'une réaction qui a conduit à une asymétrie. Donc ça, c'est cette météorite de Murchison qui a fait l'objet de beaucoup d'études. On va la retrouver. Voici également une autre possibilité. Les comètes émettent pas mal de poussières, qui sont celles que l'on trouve ici, qui sont très petites. Ce sont celles que vous voyez quand on voit les étoiles filantes. Les étoiles filantes, c'est des petits grains tout petits. C'est pas des gros objets, c'est des petits grains. Vous voyez que ce petit grain qui est là, il est plein de trous parce qu'évidemment, au passage dans l'atmosphère terrestre, il a perdu des produits, de l'eau en particulier, mais il lui en reste suffisamment. Et surtout, s'il est suffisamment protégé, eh bien, il va amener avec lui pas mal de produits. Donc, on peut espérer que parmi ces produits, il y a ceux dont on a besoin. Il faut savoir donc que pour le moment, il tombe à peu près 30 000 à 40 000 tonnes par an de micrométéorites sur la Terre et qu'il en tombait beaucoup plus dans le temps. Donc, ceci amène une grande quantité de composés carbonés. Alors, comment se sont-ils formés? On a émis une hypothèse, on a dit voilà, sur des petits grains de silice qui sont dans l'espace, ici, se sont fixées quelques molécules simples qui se sont formées comme dans l'expérience de Miller. Ces molécules simples ont ensuite été grossies et entourées par une glace qui progressivement s'est déposée, comme ça se fait toujours, sur le solide. Le rayon solaire, les rayonnements solaires qui sont très forts à l'extérieur de l'atmosphère terrestre, ont réussi à couper les molécules et à former, étant donné qu'elles étaient associées au solide et fixées, à refaire des molécules beaucoup plus complexes. Alors on s'est dit on va vérifier cela, et des physiciens ont reproduit cette expérience. C'est-à-dire voilà, ils ont mis dans ce récipient qui ressemble au point de vue taille à une boîte à chaussures à peu près, ils ont mis une plaque métallique ici, ou genre silice, comme ça, sur lequel ils ont projeté des molécules de gaz. Alors ces molécules de gaz molécules de gaz, méthane, méthanol, etc., comme on a une très très basse température, ils vont former une sorte de glace sur la surface, tout comme sur les grains de silice de l'espace. Et puis, on va irradier avec une lampe ultraviolette. Donc, on va provoquer les réactions chimiques convenues. Et on va examiner le tout à l'aide d'un spectro-infrarouge ici, qui va comparer tout simplement les molécules à celles que l'on trouve sur les météorites. Eh bien, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Donc, un groupe de physiciens ont réussi à refaire les expériences interstellaires, nous reposant la question, est-ce que c'est vraiment chez Miller, donc sur la Terre, que ça s'est fait, ou est-ce que c'est vraiment dans les espaces interstellaires? Donc, c'est une question qui reste. Alors maintenant, on va aller plus loin maintenant. Est-ce que, et ça c'est une hypothèse de Crick, qui avec Watson avait découvert la structure en hélice de l'ADN, et où on voit un martien ici qui dit alors docteur, et le docteur qui dit effectivement on trouve des traces de vie, de matière hydratée, mais rien ne prouve que ce soit vous qui les ayez apportées sur Terre. Alors on a eu à un moment donné un espoir. On a eu un espoir parce que on a trouvé, il y a maintenant pas mal d'années, une météorite dans l'Antarctique qui a été appelée ALH 84001. ALH parce que c'était sur la colline Allan Hill de l'Antarctique, 84 parce que c'était en 1984, et 001 parce que c'était la première météorite venant de Mars qui a été analysée, étudiée, et dans laquelle on a trouvé quelque chose qui ressemble, vous voyez, à ce que je vous ai montré tout à l'heure, à sévère. Et donc, pendant longtemps, pas longtemps, mais pendant 2 ans à peu près, on a imaginé que ceci était la marque d'une vie sur Mars qui nous avait atteinte, bon, marque d'une vie évidemment toute simple, une vie de verre telle qu'on a pu le voir sur ce qui existait il y a 2 900 000 années sur la Terre. Et puis petit à petit, l'analyse fine de cela a montré qu'en fait, c'était une concrétion calcaire comme les autres, et ça n'est pas du tout la preuve de l'existence d'une vie sur Mars qui serait ensuite venue sur Terre avec cette panspermie dans laquelle des êtres intelligents auraient décidé à un moment donné, parce que leur planète allait exploser, c'est de la science-fiction, hein, avait envie que la vie continue à exister et nous avait ensemencé avec des bactéries pour que, ensuite, l'évolution se faisant, ils retrouvent ce qu'ils avaient sur leur planète et qu'ils allaient perdre. Donc non, pour le moment, nous n'en sommes pas là. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas une vie extraterrestre, et personnellement, je suis partisan d'une vie extraterrestre dans d'autres planètes. Alors, nous passons à la troisième hypothèse. La troisième hypothèse, c'est est-ce que la vie vient des océans? Alors nous allons voir, en descendant en profondeur, ce que je vous montre ici, c'est des formations qui sont apparues dans la mer de Crimée, à 200 mètres de profondeur. À 200 mètres de profondeur, déjà, il n'y a pas beaucoup de lumière, hein, et il y a des bactéries
qui sont capables de former des colonnes comme cela, vous voyez, de 50 cm de diamètre, de plusieurs mètres de hauteur, qui vivent simplement par le méthane. Donc c'est une vie qui n'est pas une vie oxygénée, ils vivent grâce au méthane. Et puis ils forment, comme dans ce que je vous ai montré des cyanobactéries d'il y a 3 milliards et quelques millions d'années, ici c'est la même chose, ils forment des concrétions calcaires qui s'accumulent et dans lesquelles on trouve encore ces colonies, dont 200 mètres de profondeur, une vie peut exister. Elle elle ne vit pas évidemment de la lumière, elle vit simplement du méthane et de l'énergie qu'elle peut en tirer. On va plus loin maintenant, on descend à 800 mètres de profondeur. 800 mètres de profondeur, un équipage américain d'un petit sous-marin a eu la joie à un moment donné, en plein océan Atlantique, de découvrir ce qu'ils ont appelé Lost City, la cité perdue. La cité perdue, c'était de grands stalactites de ce type, vous voyez, qui font une dizaine de mètres de hauteur, qui sont sur un terrain qui fait à peu près 400 mètres sur 200 mètres, blanc, qui n'ont pas de canal central, qui sont formés là aussi par une vie bactérienne importante et dans lequel on retrouve énormément de produits chimiques et énormément de bactéries également. Et donc, ils ont été enthousiasmés quand ils ont trouvé cela. Et il ne faudra pas le confondre avec ce qui va être certainement le fait le plus important dans l'hypothèse d'une synthèse abyssale, qui est le second. Vous voyez ici l'ossité. Ah, voilà. L'ossité qui est là, c'est donc quelque chose qui se fait à partir de roches provenant du manteau, avec ces formations calcaires ici. Mais par contre, ce qui va nous intéresser beaucoup, c'est la dorsale océanique. La dorsale océanique, c'est l'endroit où les plaques se séparent et où il y a une activité magmatique importante. C'est-à-dire que tout ce qui est à très haute température remonte par les côtés ici, par les failles qui sont là. L'eau de l'océan rentre dans ces chambres magmatiques, est chauffée à très haute température et à très haute pression et sort à 300-400 degrés. L'eau sort à ces températures-là. Donc ce sont des températures trop élevées pour qu'une vie apparaisse, bien sûr, mais à proximité, on a tout de suite atteint une température qui est favorable à la création de la vie. Alors allons plus loin. Il y a deux types de sortes de fumées que l'on voit sortir des entrailles de la Terre. Là, c'est des fumées blanches qui sont peu riches en matière minérale, et puis des fumées noires, et ce sont au bas de ces fumées noires, surtout, qui sont constituées de dérivés du soufre, de métaux, de sulfure, de cadmium, etc., nickel, et au bas de ces cheminées, on trouve une vie intense, alors que nous sommes dans une obscurité totale et où apparemment il n'y a pas de possibilité de vie. Eh bien, si on en trouve, et en particulier on trouve des bactéries, comme celle-ci, qui arrivent à vivre à 120 degrés, 120, 110, 140 degrés même, je crois, c'est ce qu'on appelle les archéobactéries, qui doivent précéder certainement les bactéries initiales et qui sont dues au fait qu'elles ont des membranes qui résistent à la chaleur et qui leur permettent de continuer à vivre malgré ces températures extrêmement élevées. Alors voilà ce que l'on trouve au bas de ces fumeurs noires, une vie intense avec des moules qui font 10 cm de longueur par exemple et d'autres organismes importants. Donc cette hypothèse-là, il faut la conforter. Et il y a un chimiste qui s'appelle M. Gunther Wasterhauser, qui occupe les fonctions qu'occupait Einstein en Suisse quand il s'occupait de brevets. Parce qu'Einstein, au début, s'occupait de brevets, tout simplement. Il faisait l'administration. M. Gunther Wasterhauser réfléchit, n'a pas de laboratoire et il sous-traite les expériences. Et il a eu l'idée de dire, voilà, la vie serait apparue dans un milieu chaud. Bon, c'est le cas, dans les abysses. Dépourvu d'oxygène. Mais il va contenir de l'eau liquide, bien sûr. Du monoxyde de carbone, on en trouve dans les fumeurs noirs, du sulfure d'hydrogène qu'on trouve dans les fumeurs noirs, du cobalt, du nickel, de l'ammoniac. Tout ça, on le trouve. Et le tout, alors le problème, c'est que si tout ça est mélangé dans l'océan où ça va se dissoudre, ben, on n'arrivera pas à faire quelque chose, parce que ça va partir en morceaux, comme je l'ai dit au début. Par contre, cela se fixe sur la surface d'un catalyseur, sur un solide. Vous savez qu'il y a des absorptions faciles sur des solides. Alors peut-être que là, on va pouvoir constituer quelque chose. Alors, il y a des arguments pour cela. Le premier argument, c'est que le sulfure de fer ou la pyrite est l'un des minéraux majoritaires que l'on trouve dans les cheminées hydrothermales, et les autres composés sont présents tout autour de ces fumeurs noirs. Les molécules biologiques, les vôtres, celles qui nous constituent, semblent porter une signature hydrothermale. C'est-à-dire que l'on retrouve des métalloprotéines qui renferment du cuivre, du molybdène, du nickel, du fer, etc. Ces synthèses sont permises par la thermodynamique. On ne peut faire de la chimie que si la thermodynamique est d'accord. Mais là, la thermodynamique est d'accord.
Et enfin, on a trouvé des microfossiles filamenteux dans des dépôts soufrés, dont le soufre occuperait une place importante, d'origine volcanique dans l'ouest de l'Australie. Alors ça, c'est controversé pour l'instant, mais enfin, c'est une réalité quand même, et il faut la prendre telle qu'elle est. Alors voilà la manière dont imagine la synthèse M. Wasterhauser, tout simplement sur une surface qui est un sulfure de fer. Les molécules se fixent, s'absorbent. Vous savez que c'est facile de faire absorber des molécules. C'est ce qu'on craint beaucoup actuellement pour les nanoparticules. Hein. Les nanoparticules ont une très forte surface pour un petit volume. Elles sont capables d'absorber des molécules très facilement. Et une des craintes que l'on a, c'est le transport de ces molécules par des nanoparticules, plus que les science-fiction qu'on peut lire ailleurs. Hein. Donc, il y a absorption là-dessus, et à ce moment-là, à partir du moment où vous avez une absorption, vous maintenez un certain ordre, et vous empêchez la dilution. Et il a pu former des tas de composés, en particulier autour de particules de pyrite, comme cela. On a pu faire et refaire, et les expériences ont été faites par la collaboratrice de M. Wasterhauser, elle a pu refaire des tas de synthèses à la surface de ces minéraux. Et en particulier, une synthèse d'un produit que l'on appelle l'acétylcoenzyme A, c'est un nom complexe, mais c'est celui-là qui amène les 2 carbones à chaque fois, qui permet d'avoir des molécules paires, eh bien, elle a pu le synthétiser de la même manière. Donc, moi, personnellement, des 3 hypothèses, alors ça c'est un avis personnel, c'est celle que je préfère. C'est-à-dire la naissance dans les abysses, d'abord parce qu'elle rejoint la Bible également, et que certainement il y a des choses vraies dans la Bible. Alors, nous avons fini avec les molécules simples. Donc, que ce soit sur Terre, que ce soit dans les espaces interstellaires, que ce soit dans les océans, toutes les molécules du vivant, nous pouvons les faire. Mais je vous ai dit tout à l'heure que la vie, c'est une affaire de polymères. Donc il faut maintenant qu'à partir des molécules simples comme ça, nous fassions des polymères, 2 types de polymères essentiellement, les protéines et les acides nucléiques, avec un grave problème que je vous poserai tout à l'heure. Donc là, je ne présente que les acides nucléiques. Donc il faut qu'une fois qu'ils ont été constitués, on peut les constituer par des expériences qu'on appelle prébiotiques, il faut, et ça, nous allons maintenant rester sur Terre, parce que ce soit sur les abysses ou dans les espaces interstellaires ou sur la Terre, les molécules sont là, elles sont sur la Terre, maintenant il faut les transformer en polymères. Or ça, c'est pas facile. C'est pas facile parce que quand on fait, pardon encore de vous montrer des molécules, mais enfin, on dit tellement du mal des chimistes, ça me permet de me venger comme ça. Hein. Donc, on suppose que pour faire des synthèses, je vous disais, il faut de l'énergie. Alors il y a une énergie que l'on utilise en chimie, on l'utilisait sans le dire de l'avant, c'est l'énergie chimique. Parce que vous voyez par exemple, si vous partez d'une molécule, j'arriverai à, voilà, une molécule qui est ici, et dans laquelle il faut l'associer pour commencer à former une chaîne à partir desquelles on fera un polymère. Eh bien, normalement, la réaction classique, elle va en sens inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de faire ce produit, vous allez le décomposer. Et pour que l'on arrive à faire la substance elle-même, il faut que thermodynamiquement, on ait à la fin un bénéfice thermodynamique, c'est-à-dire un produit très stable. Par exemple, un produit du type de l'urée. Alors qu'est-ce qu'on fait? On active la molécule. On l'active avec une autre molécule. Donc la molécule A, elle est prise avec une molécule B qui s'associe. Et le fait que lorsqu'ensuite on va libérer B, il va libérer une molécule qui va être très stable et la réaction pourra se faire. Alors c'est pas très simple bien sûr, et c'est comme ça que nous faisons quand on veut éviter d'utiliser trop d'énergie dans une synthèse chimique. Hein. Donc on active les molécules. Et ça, les molécules qui sont dans les espaces interstellaires comme les autres comprennent en même temps des activateurs qui peuvent expliquer pourquoi on a réussi à faire des chaînes protéiques, alors que normalement c'est pas si facile de les faire. Alors une question se pose. Je vous ai dit qu'il y avait 2 types de polymères. Les acides nucléiques, avec les gènes, les transports des actes et de tout ce qui nous constitue. Et puis les protéines, ça ce sont les 2. Alors la question que l'on pose d'habitude, quels sont les premiers polymères qui ont apparu? Est-ce que ce sont les protéines ou est-ce que ce sont les acides nucléiques? Vous savez, c'est l'œuf et la poule. Est-ce qu'il y a eu l'œuf avant ou la poule avant, hein? Donc c'est la même question ici. Et nous avons une réponse. Alors la réponse, c'est que ce serait certainement les acides ribonucléiques. Alors ne regardez pas du tout cela, je vais simplement essayer de l'expliquer. Les acides ribonucléiques, ils apportent ce qui est nécessaire à la constitution des molécules plus complexes du vivant. Ils apportent des messages. Mais les acides nucléiques, normalement, n'ont pas de propriétés catalytiques. Les protéines, au contraire, ont des propriétés catalytiques. Donc, pour fabriquer les acides nucléiques, il faut les protéines enzymatiques, qui sont les enzymes correspondantes. Et pour fabriquer les protéines, il faut qu'il y ait les acides nucléiques qui amènent le codage. Donc, c'est là où il y a l'œuf et la poule, où on s'interroge. Et on a trouvé des acides ribonucléiques qui avaient les 2 propriétés, qui étaient à la fois susceptibles d'apporter l'information et en même temps qui
qui avaient des capacités enzymatiques capables de former des substances différentes. Donc on est parti de cette idée que ce sont les acides nucléiques, et en particulier les acides ribonucléiques, qui sont capables de fabriquer les premiers polymères du vivant. À discuter, bien entendu. Alors maintenant, nous arrivons à la fin de la constitution. Nous avons donc réussi à faire les molécules simples, à partir de précurseurs simples, comme c'est indiqué. Nous avons fait des composés intermédiaires, puis, comme l'acide cyanhydrique, par exemple. Puis, nous avons fait des molécules élémentaires, les aminoacides, les sucres. On a fait des macromolécules. Celles-ci s'associent spontanément, tout simplement. Quand j'ai montré la logique moléculaire du vivant, j'ai parlé d'interactions hydrophobes. Par ces interactions, il y a des associations, il y a des reconnaissances moléculaires qui se passent. Alors maintenant, si vous laissez tout ça comme ça va se diluer. Il faut arriver à l'enfermer, et donc à faire un compartiment. Et donc la dernière étape, c'est la compartimentation. Arriver à des organites et enfin arriver à des cellules. Alors cette compartimentation, bon, elle peut s'imaginer de la manière suivante. Vous avez toutes les molécules de la soupe primitive, comme on dit, qui sont formés, les acides gras permettent de faire les membranes sont là, et puis tous les produits sont enfermés là-dedans. Donc il faut arriver à faire ces membranes à l'intérieur, qui vont former des objets à l'intérieur desquels les molécules organiques vont se dissoudre et se déposer. Mais ça se fait spontanément. C'est pas la peine de chercher des complications. Par exemple, ici, vous avez des vésicules, vous voyez, qui ressemblent à des cellules, qui se forment spontanément quand on prend des molécules qui sont issues des irradiations UV des expériences interstellaires dont j'ai parlé tout à l'heure. Eh bien, lorsque vous les dispersez dans l'eau, spontanément, elles forment des compartiments de ce type, sans qu'on ait à interdire. Et vous allez en voir d'autres. Voilà, par exemple, provenant de la météorite de Murchison, quand on prend les produits qui sont là, on les racle un peu, on les met dans l'eau, et spontanément, vous formez ici, c'est surtout ce qui est à gauche, là, ici, vous formez des vésicules avec à l'intérieur des molécules organiques fluorescentes. C'est pour ça que vous avez l'impression qu'il y a des compartiments à l'intérieur des compartiments. Et ça, voilà à nouveau le même Murchison, avec à nouveau d'autres essais. Vous voyez que cela ressemble à des cellules, en définitive. Et c'est spontané. Pas la peine de chercher des complications, ça se fait tout seul, comme cela. Donc ça, c'est extraordinaire d'ailleurs. Et on a essayé de les refaire au point de vue expérimental en laboratoire. Et c'est un grand chimiste Oparine, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a tenté, un chimiste russe. Il y a eu Oparine, et puis vous allez voir, il y a eu Sidney Fox, un américain. Il a essayé de les refaire en mélangeant dans un tube à essai une solution d'eau, une solution aqueuse. Il a mis dedans une protéine qui est l'histone, une protéine de la viande, et un polysaccharide qui est tout simplement des sucres que l'on trouve par exemple dans les arbres quand ça coule, etc. Ils ont mélangé des polysaccharides, il a mélangé tout ça, et il a obtenu des objets. Alors vu au microscope, ça donne ça, mais quand vous mélangez ces produits, vous avez ça spontanément. Ça se forme aussi. Et regardant de plus près, ça ressemble à des cellules, là encore, et donc on se dit, si on pouvait y mettre quelque chose dedans. Alors il y a un défaut dans ça, c'est que si vous laissez le temps s'écouler très rapidement, comme quand vous faites une vinaigrette, quand vous agitez la vinaigrette, ça va, elle paraît homogène, puis vous la laissez sur le côté, il y a séparation de l'huile et du vinaigre. Mais là c'est pareil, les produits se séparent. Mais il a eu une idée géniale. Il a dit, mais si je réalisais à l'intérieur de ces objets des réactions chimiques qui ressemblent au métabolisme que nous avons dans nos cellules, alors peut-être que j'arriverai à les stabiliser. Et c'est ce qu'il a fait. Donc il a essayé de faire des réactions chimiques à l'intérieur de ces objets. En particulier une réaction toute simple où il a fait des composés à partir du glucose, il a fait de l'amidon tout simplement, ça a très bien marché, et à ce moment-là, les gouttelettes restent, elles ne vont pas décanter. C'est extraordinaire, on réalise une sorte de métabolisme primitif dans une gouttelette qui normalement devrait décanter, et là elle reste vivante. Il a même reproduit l'énergie chlorophyllienne dedans, avec des produits réducteurs et oxydants, il a réussi à le faire marcher, et la micro-gouttelette est restée intacte. Donc il a dit, ben voilà, vous voyez, c'est pas la peine qu'on aille chercher bien loin, la physico-chimie permet de tout comprendre. En parallèle de ces travaux, il y a eu Sidney Fox aux États-Unis qui, lui, est parti des aminoacides. Alors il a fait les aminoacides, il les a chauffés,
il a obtenu alors des polymères, et puis en les mettant dans l'eau, eh bien, il a eu des microsphères, et ces microsphères sont extraordinaires parce que regardez, quand vous augmentez la concentration dans l'eau, elles se reproduisent. Et vous savez qu'il y a deux sortes de reproduction, il y a une reproduction sexuelle et une reproduction qui n'est pas sexuelle, qui se fait tout simplement quand comme vous pouvez le voir dans l'image suivante avec l'Escherichia coli, quand il y a suffisamment de matière, à partir d'une cellule, vous en faites deux. Eh bien, vous pouvez constater que c'est la même chose qui se produit là. On a reproduit en laboratoire la reproduction d'une espèce toute simple qui ne se reproduit pas de façon sexuée. Voilà. Donc ça, c'était un très beau travail qu'a réussi Sidney Fox. Alors maintenant, allons plus loin puisque tout nous est permis. Il y a un Français, Monsieur Leduc, qui, dans les années 1920-1930 à peu près, s'est dit, mais je vais essayer de voir si on peut reproduire des formes du vivant, les formes du vivant. Et il a réussi à faire ce qu'on appelle les jardins chimiques, où partant d'une solution aqueuse avec des produits colloïdaux dedans, il a ajouté des sels métalliques et spontanément, avec le temps, il se forme des objets tels que ceux que vous voyez ici, c'est-à-dire qui ressemblent à de l'herbe, à des plantes qui poussent. Il a pu faire énormément de choses d'ailleurs qui ressemblent. Ça n'a rien à voir et c'est certainement pas comme cela qu'il faut expliquer les formes. Mais enfin, c'était une expérience qui était intéressante à faire. Et alors de même, alors ça c'est beaucoup plus sérieux, comment peut-on expliquer les taches des léopards, les zébrures des zèbres, etc., etc. Alors il faut qu'à un moment donné, il y ait une rupture dans une coloration toute simple. Alors il y a des réactions, dont celle qui est montrée ici, c'est la réaction de Belousov-Zabotinsky, qui est une réaction qui fait apparaître spontanément des formes et des couleurs. Quand vous mettez sur une surface comme cela des dérivés oxydants, des bromes et des réducteurs, vous voyez apparaître des couleurs et des formes spontanément. C'est spontané, c'est une réaction physico-chimique. Et donc on imagine que, couplées avec les réactions des acides nucléiques, ces réactions-là permettent de rompre l'équilibre des formes et arrivent à former les taches des léopards, les zébrures des zèbres, etc. C'est comme ça qu'on l'explique, c'est encore à démontrer, mais c'est une bonne explication. Les mathématiciens ont trouvé encore mieux. Ils ont fait ce qu'on appelle les automates cellulaires. Ce sont des choses très simples. Est-ce qu'avec des choses simples, peut-on arriver à des choses compliquées? Très oui, oui. Je ne vous donne pas le détail, mais il suppose simplement qu'une cellule, c'est-à-dire un carré entouré de plusieurs autres carrés. Si deux carrés sont vivants et deux carrés sont morts, eh bien la cellule ne se reproduit pas, donc elle devient noire, etc. Et en imposant cela sur des façons informatiques, il arrive à reproduire, vous voyez, ils arrivent à reproduire ici des motifs que l'on retrouve sur certains coquillages, tout simplement. Donc ça prouve qu'avec des systèmes simples, on arrive à faire des choses compliquées. Et alors j'arrive à la dernière partie de mon exposé. Vous savez que je vous avais abandonné tout à l'heure en vous montrant cette mycobactérie, ce mycoplasme, qui, en disant que c'est un mycoplasme avec un génome très petit, que si on arrivait à faire un tel génome qui contient tous les éléments nécessaires pour la reproduction avec les attributs du vivant, eh bien, si on le mettait dans une cavité sphérique, un peu comme une cellule, peut-être qu'on arriverait à faire une bactérie artificielle. Alors déjà, on sait décoder le génome humain, et un Américain, M. Craig Venter, l'an dernier, vers le mois de mai, vous avez pu lire ça dans tous les journaux, on a dit, ça y est, une bactérie synthétique a été fabriquée. Il a réussi à faire les événements suivants. Alors, il a pris une bactérie, c'est un mycoplasme, là aussi, toujours pareil, des mycoplasmes, parce que c'est des bactéries très simples. Et il a enlevé le génome du mycoplasme, c'est-à-dire celui qui porte les attributs qui permettent de reconstituer ce mycoplasme, et il l'a fait analyser. Alors, M. Craig Venter vit dans un yacht, il se promène de port en port, et il passe des ordres à des organismes spécialisés qui font des analyses, qui font des synthèses, etc. Et il a demandé qu'on analyse le génome de cette bactérie. Il faut peu de temps, 15 jours à peu près, et il a eu la nature exacte de ce génome. Il a demandé alors à un autre groupe de resynthétiser le génome à partir d'éléments chimiques extraits ou préparés, etc. Et donc par ordinateur, on a repréparé le génome de cette première bactérie. Il a alors pris une deuxième bactérie, qui est ici, voilà, qui est un Mycoplasma capricolum, ici, de la même famille que le premier, mais différente. Il lui a enlevé son génome et il l'a remplacé par le génome fabriqué artificiellement par l'ordinateur. Et la bactérie s'est mise à se reproduire, pas elle-même, elle a reproduit la première. Elle a reproduit la première bactérie. Ce qui veut dire qu'à partir
de matériaux simples, il avait synthétisé une nouvelle bactérie qui n'était ni l'une ni l'autre. Elle était différente, mais qui quand même avait les caractères voulus pour reproduire la première. Alors c'est ce qu'on appelle la biologie synthétique. Vous allez en entendre parler prochainement, et beaucoup, parce que ça pose des problèmes éthiques, bien entendu. On imagine très bien ce qui pourrait se passer si on fabriquait un génome artificiel sans regarder s'il appartenait à une bactérie ou autre, si on l'introduisait dans une bactérie auquel on aurait enlevé son génome, et qui aurait donc ainsi donné naissance à de nouvelles bactéries qui n'existaient pas encore sur la Terre, avec tous les dangers que cela peut comporter. Alors on a tous peur des organismes génétiquement modifiés, d'une partie au moins de ces organismes. Alors n'aurait-on pas encore plus peur de la biologie synthétique qui amènera quelque chose d'extrêmement complexe et de dangereux? Mais il n'empêche, c'est un apport considérable. Les chimistes sont très attentifs à cela, parce qu'on peut imaginer que dans le temps, on sera capable de fabriquer des micro-organismes qui seront capables eux-mêmes de nous fabriquer les molécules dont nous avons besoin. Donc ça, c'était la dernière partie. Je voulais vous laisser sur cette vue dans laquelle on s'interroge, est-ce que la vie existe ailleurs? Oui, certainement, certainement. Il y a je ne sais combien de planètes que l'on découvre régulièrement maintenant où les conditions d'apparition de la vie sont possibles. Alors, est-ce qu'elles seront comme celles que je vous présente ici, qui sont des photos, bien entendu, l'une on la reconnaît bien, c'est E.T., on l'adore, l'autre c'est un sale type, hein, certainement, et on voit déjà quand il est petit qu'il a l'air méchant. Bon, non, c'est certainement pas sous cette forme-là, on la verra essentiellement sous une forme de bactérie et pas quelque chose de trop évolué vraisemblablement. Donc, mais il est certain que la vie existe ailleurs, qu'un jour ou l'autre on s'en apercevra, mais que c'est déjà un problème extrêmement passionnant pour nous tous d'essayer de reconstituer tout cela. Ça a donné énormément de travail aux chimistes, les résultats sont là, on a pu fabriquer toutes les molécules du vivant, tous les polymères du vivant, les bloquer à l'intérieur de particules que l'on fabrique artificiellement ou qui se fabriquent spontanément. Donc on est tout près, on est loin du souffle de vie que Dieu a donné à l'homme après l'avoir traité dans de la glaise, mais ça c'est encore une autre histoire. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Voilà, eh bien c'est à vous les questions concernant ce qu'a dit ou pas dit Monsieur Latte. Voilà, j'ai certaines affirmations sur lesquelles peut-être vous aimeriez avoir des précisions. Pour savoir si c'est du premier ou du deuxième degré, à propos de l'œuvre de Dieu, par exemple. Mais enfin, bon. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Allez-y, je vous en prie, c'est toujours le premier pas qui coûte, c'est toujours... Comme disait la marquise. Oui, bonsoir madame. Alors, vous appuyez sur le petit bouton rouge... Et je reviens sur un détail, à savoir ces histoires de coquillage ou d'éléments dextres ou sénestres. Et je voulais savoir si cette orientation a quelque chose à voir avec la rotation de la Terre. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Hein. Je pense qu'elle est liée au fait que déjà les molécules de ces micro-organismes, ces organismes-là, hein, sont asymétriques. Et donc cette asymétrie, elle n'est certainement pas arrivée par la rotation de la Terre. On a eu, à un moment donné, il y a eu des tas d'expériences qui ont été faites en laboratoire, hein, en disant on va mettre dans des champs magnétiques, par exemple, hein, on va orienter, faire tourner. À un moment donné, il y a eu deux publications qui ont paru, qui ont été ensuite écartées, et parce que le patron a dit que l'étudiant qui avait fait ça avait truqué les résultats. On a vu apparaître des résultats d'expériences de synthèse asymétrique comme cela, truqués. Mais jamais on n'a pu montrer que la rotation de la Terre ou autre chose intervenait à ce niveau. Certainement pas. Alors, pour continuer, là, on rebondit beaucoup, je ne sais pas si vous avez remarqué maintenant, sur le propos de madame. Que pensez-vous de la théorie qui expliquerait ces problèmes de chiralité à propos de la polarisation de la lumière? Alors ça c'est possible. Je vous ai montré par l'expérience de Swile qu'il suffit qu'il y ait à un moment donné un léger déséquilibre, c'est-à-dire qui apparaît peut-être de façon tout à fait au hasard, hein, de l'un des produits pour que par catalyse et par auto-entraînement, il y ait une augmentation de la chiralité. Ça c'est possible. On a les expériences qui ont réussi, et qu'a réussi Kagan en particulier, ça a été toujours avec de la lumière polarisée. Or la lumière polarisée émise dans le flux du Big Bang
elle est polarisée plane, c'est-à-dire qu'elle a un plan de symétrie. Elle ne peut pas conduire à une chiralité. Mais alors on sait que si on prend une lumière polarisée plane et qu'on l'envoie sur une lame quart d'onde que l'on appelle, il en résulte une lumière polarisée circulairement. Et elle est asymétrique. Alors elle est capable. Et quand on regarde maintenant au fond des océans, ou même sans aller très loin, à 10 mètres de profondeur, la lumière est déjà polarisée circulairement en partie. Donc vous voyez, c'est encore favorable à l'expérience des abysses. Pour vous parodier, Fiat Lux aurait donc été à l'origine de ces problèmes. Oui. Juste une petite remarque sur cette histoire de polarisation. On sait depuis très peu de temps que la lumière dans notre galaxie, est effectivement polarisée circulairement. Donc ça pourrait permettre Et actuellement, quand on envoie un satellite, on lui fait mesurer la polarisation de la lumière autour des astres, autour desquels il y a, enfin autour pas des astres, mais enfin de tous les corps célestes autour desquels ils vont tourner. Oui, oui, on fait mesurer la polarisation. Oui, il y a une question là-bas, je crois. Non, il n'y avait pas une question par ici. D'autres questions. Alors, les questions, allez-y. Je vous en prie, au balcon, comme on a l'habitude de dire. Ne faites pas lever la... Voilà, des questions encore. Moi, j'ai... Bon, alors, en attendant qu'elles viennent... Ah, monsieur, oui, allez-y. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. La symétrie moléculaire crée-t-elle du mouvement? La symétrie moléculaire crée-t-elle du mouvement? Ah, ça c'est une bonne question, hein. Alors donc les autres, c'est les mauvaises. Hein, ah non, mais c'est une bonne question à laquelle je n'ai pas une réponse immédiate, mais effectivement, à partir du moment où on imagine des moteurs moléculaires, hein, ça existe. Mais ils ne sont pas basés justement sur la chiralité comme ça. Mais je pense que ce serait une intéressante expérience que de tenter, alors non pas sur je dirais pas sur un centre asymétrique, mais sur des molécules qui auraient des axes de symétrie plutôt. Parce qu'elles sont beaucoup plus complexes et permettraient peut-être un meilleur entraînement. Et ça ne serait pas impossible s'il y avait une relation entre la molécule elle-même et la lumière, par exemple. Et on permettrait peut-être un déplacement plus facile. Ce serait le moyen de fabriquer un moteur moléculaire, peut-être, oui. Peut-être. La réponse vous convient, monsieur? Vous voulez ajouter quelque chose, non? D'accord, d'autres questions? Allez-y, je vous en prie. Après vous. Bon, j'aimerais, moi, alors, bon, en attendant, vous poser une question vraiment très basique. J'aimerais que vous reveniez sur la ou une des définitions de base du chimiste de la vie. Parce que tout à l'heure, vous avez pris l'exemple du virus, dont vous avez dit, à moins que je ne me sois trompé, qu'il n'était pas un organisme vivant dans la mesure où il ne pouvait vivre, entre guillemets, que se développer, se transformer, faire son mauvaise œuvre la plupart du temps, et se reproduire que lorsqu'il était abrité par un hôte. Ben, c'est aussi tout à fait la définition du parasite. Qui va mourir en dehors de son hôte. Alors, j'ai du mal à voir pour un chimiste, hein, parce que je pense que pour un théologien, ça va être autre chose, pour un physicien aussi. J'aimerais que vous ayez, vous me donniez, en tout cas la vôtre, la définition. Bon. C'est vivant à partir de quoi? À mon avis, il faut plusieurs choses pour que ce soit vivant. Hein. Comme je disais, il faut une complexité moléculaire. Bon, c'est le cas des virus, ils ont une complexité moléculaire. Il faut qu'ils soient capables de continuer à vivre loin de l'équilibre. Ce n'est pas le cas des virus, justement, hein, qui sont beaucoup plus sensibles qu'une cellule. Ensuite, se reproduire seuls, mais là, ils sont obligés d'avoir du vivant pour se reproduire. Donc, il y a au moins plusieurs caractères qui font que le virus n'est pas vivant. Hein. Alors, on l'explique, on peut dire, ou bien c'est quelque chose qui tend vers le vivant, c'est-à-dire une étape vers une cellule, par exemple, ou bien au contraire, c'est un vivant qui a perdu de ses qualités. D'accord. Ça, je ne sais pas. D'accord. Et je ne sais pas si quelqu'un veut l'expliquer. Actuellement, bon, le passage du prokaryote à l'eucaryote, une hypothèse, c'est que le prokaryote a été envahi par un virus qui y est resté. Et c'est le virus qui a constitué le noyau. Ah. Donc c'est une hypothèse. Donc une partie de la vie serait due à une existence virale, enfin. C'est pas impossible, alors que le virus n'est pas vivant. Enfin, pour moi, il n'est pas vivant. Hein. Quand on discute avec certaines personnes, je pense à des profs de médecine, il y en a certains qui considèrent que le virus est vivant. Pour moi, c'est pas vivant. C'est pas vivant. Alors je vais vous donner aussi un autre exemple, c'est qu'on a su reconstituer déjà des virus. Par exemple, c'est dans les années 60 où on a séparé les protéines de la capsule dans laquelle était le virus, et on a ensuite reconstitué un virus qui s'est reproduit, je crois que c'est le virus de la mosaïque du tabac, en le remettant dans les conditions où il se reproduit, c'est-à-dire aux dépens d'une cellule vivante. Donc, en plus, les virus, ils ont une symétrie que
que n'a pas le vivant. Vous savez, la symétrie, quand on perd un caractère de symétrie, on gagne une propriété. Et la symétrie elle-même, elle l'a, et plus loin, symétrie, c'est une chose qui est dans le plus bas de l'échelle. Et les virus sont très symétriques souvent. Ils ont plusieurs caractères de symétrie. Alors que nous ne sommes pas symétriques. On a l'impression qu'on est symétrique. Mais vous savez déjà que si on vous prend la photo du côté droit et qu'on vous refasse la photo complète en ne prenant que la photo du côté droit, vous ne vous reconnaissez pas tout à fait. Vous vous reconnaissez quand même, hein, mais enfin, pas tout à fait. Vos organes sont distribués de façon dissymétrique. Le cœur est à gauche en général, le foie est à droite, et on a vraiment peu de choses symétriques. On n'est pas symétrique. Nous ne sommes pas symétriques. Enfin, on ne sait pas très bien si les virus, à leur échelle, en regardant dans une glace, se trouvent symétriques ou pas. Hein. Mais les virus ont des caractères de symétrie. On arrive à les cristalliser. Alors voilà une chose aussi qui prouve que ce n'est pas vivant. On cristallise un virus. Et ensuite, on le garde cristallisé dans un bocal. Et si on le remet, par exemple, pour celui de la mosaïque du tabac qui a été le plus étudié, si on le remet sur les conditions où il va être reproduit, il se reproduira. D'accord. Et encore un mot, puisqu'on est tous les deux. Oui. Est-ce que les virus ont-ils, d'après vous, une stratégie? Ou plus exactement, est-ce que le vivant a une stratégie? Je ne dis pas une intelligence de sa stratégie, mais est-ce que parce que de temps en temps, quand même, quand on a une... Vous êtes déterministe, là, hein? Un petit peu, oui. Oui, je vois, oui. Oui. Alors, je ne sais pas si le virus a une stratégie aussi. Vous savez, il y avait... quand on regarde la manière dont il nous infecte, de temps en temps, on se dit il est malin, quand même. Oui, hein, Monod disait, quel est le rêve d'une cellule? C'est devenir deux cellules. Ça prouvait que la cellule a déjà une stratégie. Bon, je ne sais pas si le rêve du virus, c'est certainement... c'est pas un rêve, parce que pour moi, il n'est pas vivant, donc c'est simplement une réaction physico-chimique qui se produit quand il se reproduit, simplement. Hein. D'accord. Oui. Il y a une petite chose que je voudrais aborder. Vous êtes apparemment très optimiste sur l'existence de la vie sur d'autres planètes. Vous pensez à quel type de vie? Une vie élémentaire ou une vie... très élémentaire, oui, bactérienne. Oui, bactérienne. Okay. Oui. Parce qu'il y a une vingtaine d'années, tout le monde était très optimiste, même peut-être pour des vies très évoluées. Oui, actuellement, on est devenu très pessimiste. Je ne m'avancerai pas jusque-là. Non, je pense une vie bactérienne, oui, certainement. D'autres questions? Question à propos de la vie extraterrestre. Serait-on aujourd'hui capable de reconnaître toute forme de vie extraterrestre? Ça, c'est une bonne question aussi, encore une fois. Vous savez, la vie est caractérisée dans toute la vie sur Terre par ses protéines et ses acides nucléiques. Pourrait-on imaginer une vie qui ne dépendrait pas des acides nucléiques? Ni du carbone, ni du... Voilà, alors, ni du phosphore. Oui. Et il y a une équipe américaine, l'an dernier, je crois, qui a montré que dans un lac des États-Unis, il y avait des micro-organismes qui se reproduisaient, qui vivaient en présence d'arsenic. Oui. Et l'arsenic est dans la même colonne que le phosphore, donc on pourrait imaginer qu'au lieu d'avoir des phospholipides, on ait des arsénicolipides, et de même que nous aurions des composés du type ADN ou autre, avec à la place du phosphore de l'arsenic. C'est très critiqué à l'heure actuelle, mais des expériences continuent à se faire dans ce sens. Il n'en reste pas moins que des bactéries continuent à vivre dans un milieu où il y a de l'arsenic. Dans ce cas-là, un robot explorateur, par exemple, ne serait pas programmé pour reconnaître ce genre d'échange chimique. On pourrait arriver à faire un robot qui pourrait reconnaître, au moins, il reconnaîtrait s'il y a de l'arsenic ou du phosphore, par exemple. Je ne sais pas s'il serait capable de dire si c'est vivant ou pas. C'est autre chose. Oui, une question. Bonsoir, monsieur. Oui, j'avais une question. Vous en prie. Oui, alors, donc, nous sommes bien d'accord, de la chimie naquit la vie, bien sûr. Alors, est-ce que vous pensez que la chimie aurait pu avoir une influence aussi sur le mécanisme de l'évolution? Nous sommes partis des invertébrés, puis nous sommes arrivés aux vertébrés, poissons, batraciens, reptiles, oiseaux, mammifères. Toutes ces séquences auraient pu-elles être influencées justement par la chimie? Moi, j'en suis persuadé. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui sont intervenues, et l'environnement en particulier est une chose importante. Hein. Donc, il y a une évolution qui s'est faite des fois par erreur de transmission, de transcription, donc c'est déjà une réaction chimique qui ne s'est pas faite correctement. Il peut y avoir aussi un environnement chimique qui sera favorable à une orientation dans une direction ou dans une autre. Moi, je suis persuadé que la chimie a beaucoup intervenu aussi dans l'évolution, vraisemblablement. D'autres questions à propos de la persuasion de monsieur? Je vous en prie, allez-y. Non? Oui, monsieur?
Oui, oui, allez-y, réfléchissez, posez vos questions. Bon, bah, je vais m'y coller. Alors, on a retrouvé des tas de fioles du père Miller dans son laboratoire. C'est le gars qui avait mélangé une proto-atmosphère, hein, je crois, et fait ses étincelles pour voir ce que ça donnait. Et on avait été un petit peu surpris, stupéfait, et puis admiratif du résultat. Mais récemment, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ça, on a retrouvé un gars à qui il avait confié des dizaines de fioles correspondant à des tas d'autres expériences qu'il avait fait avec d'autres produits au départ. Vous êtes pas? Non, je ne suis pas au courant pour ça, mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu des centaines d'expériences. Il y a des revues qui sont uniquement sur les origines de la vie. De la même façon que nous publions dans le Journal of American Chemical Society, dans Nature, etc., il y a des revues dans lesquelles on ne fait que des publications sur les origines chimiques de la vie. Et à côté de l'expérience de Miller, il y a eu des multiples réactions qui ont été faites où on a remplacé le méthane par le CO2. Et à chaque fois, on a réussi à trouver des choses intéressantes. On a mis du phosphore et on a pu faire alors des dérivés du phosphore du type des phospholipides ou autres. Tout ça, ça a été fait. Vous avez des centaines d'expériences réalisées. Mais bon, je ne sais pas si peut-être je me suis fait avoir par un truc le 1er avril, je ne sais pas, mais j'avais lu qu'on avait découvert des échantillons d'expériences qui n'avaient pas fait l'objet de parution. Ben, ça ne m'étonnerait pas parce que Miller, il fallait qu'il prépare sa thèse en même temps. Ce n'était pas son sujet de thèse. Hein. Il a fait ça un peu dans l'arrière-laboratoire, je n'allais pas dire en cachette, mais enfin, en dehors de ce que son patron lui avait dit de faire. Hein. Donc, il a dû peut-être faire d'autres expériences, mais comme il était pris par sa thèse aussi, il ne pouvait pas tout mélanger en même temps, hein, je crois. D'autres questions, je vous en prie. Madame. Allez-y. Oui, oui, madame. Bonsoir, madame. Après, bonsoir. monsieur. Oui, je voulais une précision sur un terme qui apparaît dans le résumé, dans la petite plaquette, qui est le mot auto-organisation. Oui. Alors, l'auto-organisation, vous la réalisez vous-même quand vous vous lavez les mains avec du savon, par exemple. Hein, c'est-à-dire que les molécules de tensioactifs, de détergents, le savon lui-même, quand on le met dans l'eau, il va d'abord, en petite concentration, se dissoudre. Et les molécules, ça va dans tous les sens. Si vous augmentez la concentration à une concentration particulière, qu'on appelle la concentration micellaire critique, brutalement, l'ensemble s'auto-organise en formant des sphères. Ah, c'est ça l'auto-organisation, c'est que les molécules s'organisent entre elles pour former des objets. Si on continue à augmenter la concentration, on va avoir des objets de plus en plus compliqués, c'est ce qu'on appelle les cristaux liquides. Les cristaux liquides lyotropes, parce qu'ils sont faits dans les solutions aqueuses. Donc il y a spontanément des associations qui se font comme ça. Alors elles se font avec plus ou moins de reconnaissance. Là, cette auto-association, il n'y a pas de reconnaissance du tout, c'est simplement physico-chimiquement que l'énergie liée d'abord aux interactions négatives qui vont repousser les têtes, aux interactions positives qui vont attirer les chaînes. Chaque fois que deux groupes CH2 dans une chaîne vont s'associer, ils vont apporter 0,5 kcal par mol par ce qu'on appelle les interactions de Van der Waals, plus 0,5 kcal par mol par les interactions hydrophobes. Et tout ça va permettre une association, parce que pour que ça reste associé avec les changements de la température, par exemple, il faut qu'on dépasse 5 kcal. Donc il faut au moins des chaînes de carbone à peu près pour que cela se fasse. Mais c'est une auto-organisation. À présent, il y a une autre auto-organisation qui est plus dirigée, c'est-à-dire si vous mélangez des molécules de deux espèces, vous pouvez arriver à ce que cette auto-organisation ne se fasse qu'avec une des espèces et pas avec l'autre. Celle-ci fait qu'il y a une reconnaissance moléculaire qui va s'ajouter. Et pour les personnes qui travaillent sur le fluor, et nous en avons un dans la salle, on sait par exemple que si on fait des chaînes fluorées et des chaînes hydrogénées, et que vous mettiez le tout dans l'eau, de manière à former les molécules associées telles que fait le savon, les dérivés carbonés iront ensemble, les dérivés du fluor iront ensemble. Vous aurez des CF2 et des CH2, ils vont se séparer. Donc il y a une certaine reconnaissance dans l'auto-organisation aussi. Alors c'est un problème très important et très intéressant que l'auto-organisation. C'est spontané, c'est physico-chimique. Il n'y a pas de secret là derrière. Oui. Je voudrais revenir à la réaction de Belousov-Sabotinsky. Vous l'avez utilisé pour illustrer les rayures des zèbres, des choses comme ça. Est-ce que c'est vraiment pertinent parce que la formation des rayures de zèbres, enfin les rayures sont permanentes.
alors que la réaction de Belouzov va s'arrêter très vite si on n'apporte pas. Non, mais c'est certainement pas la réaction de Belouzov-Zamotinsky, mais c'est une réaction du même type. Et si elle est couplée, avec les gènes qui permettent la constitution, par exemple, de la peau et de la couleur, elle peut à ce moment-là conduire à des systèmes c'est une hypothèse. Hein. Nous avons travaillé au laboratoire sur la même réaction de Belouzov-Zamotinsky, induite photochimiquement. C'est-à-dire qu'à par simple irradiation, on a fait apparaître également des formes de ce type. Et je pense que s'il y a un couplage entre une réaction qui est loin de l'équilibre et la réaction qui va conduire à la formation de la couleur, etc., alors ce couplage peut amener à la formation de rayures ou autre chose. On arrive à faire beaucoup de formes avec cette réaction-là. Il faut fixer dans l'espace le motif coloré. Ouais, mais si c'est couplé avec le gène qui le fixe d'habitude, il le fixera. Hein, c'est le couplage qui est important. Alors, revenons à nos zèbres. Je vous en prie, allez-y. Oui, il y a des questions. Oui, bonsoir. Oui, voilà, bonsoir monsieur. J'aimerais poser une question parce que, vous dites que la différence entre, je dirais, la non-vie et la vie, on passe à la bactérie, quoi, un organisme unicellulaire, et que les virus, ce n'est pas la vie vraiment. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une progression plutôt de la non-vie à la vie? Et je pense notamment aux rétrovirus comme celui du sida qui ont une capacité de mutation extraordinaire pour échapper à tous les essais thérapeutiques qu'on peut avoir. Et puis aussi, je crois, ce qu'on appelle les probions, les organismes qui sont les agents infectieux de la maladie Creutzfeldt-Jakob. Vous voulez dire les prions? Les prions, pardon, oui, non, les probions, c'est autre chose. Les prions, c'est des molécules, hein. Les prions, c'est des molécules simples. Oui, c'est pas vivant. Ben oui, mais c'est quand même des agents infectieux, et puis on est entre la vie et la non-vie, là, parce qu'ils sont capables quand même de transporter un matériel génétique. C'est des protéines. Bon, ils ne transportent pas un matériel génétique. Ils vont apporter une modification dans un groupe de protéines déterminé, par exemple. Il y a beaucoup d'études qui se font en ce moment, d'ailleurs, sur le rôle de l'oxygène par rapport à un prion. Mais c'est des réactions chimiques, toujours. Par contre, si vous parlez du virus du sida, ça, c'est une chose qui mérite réflexion, effectivement. Hein. On a l'impression qu'il y a une vie parce que ça s'adapte à un milieu déterminé. Puisque le virus du sida est un virus à ARN. Et ce n'est pas un virus à ADN. Donc quand il rentre dans un organisme, il ne peut pas se reproduire immédiatement, sauf s'il trouve et s'il amène une enzyme qui va lui permettre de transformer son ARN en ADN. Et c'est à partir de ce moment-là seulement qu'il rentrera dans le noyau et qu'il pourra se reproduire. Alors c'est vrai qu'il y a un déterminisme qui semble dire que c'est vivant. Mais on peut aussi très bien dire que c'est parce que la reconnaissance moléculaire, justement, fait que ça va permettre à des réactions physico-chimiques purement et simplement de se reproduire et de donner une évolution dans le sens qui est donné là, plutôt qu'il y ait un dessin particulier qui soit lié à la reproduction que le virus souhaite avoir. Il rentre dans une cellule. Cette cellule, elle contient énormément de choses. Elle a en particulier les moyens de faire cette transformation d'un acide ribonucléique en acide désoxyribonucléique, mais c'est simplement, ça peut être chimique purement et simplement, sans qu'il y ait une intervention de vivant, sans qu'il y ait un dessin derrière. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait un dessin derrière. Est-ce que vous voulez dire que quand... Pardonnez-moi, monsieur. Attendez, je vous rends la parole tout de suite, franchement, mais là, je viens de saisir quelque chose. Est-ce que vous assimilez donc le vivant à un dessin? Ah. C'est ce que vous venez de dire. Hein. Oui, non. J'ai dit qu'il n'y avait pas de dessin derrière ça. Il n'y avait pas de dessin là-dedans, voilà, donc je n'ai pas dit qu'il y avait un dessin dans le vivant aussi. Hein. Ah oui, d'accord. Bon, mais j'ai dit... Ah oui, d'accord. Oui. C'est fromage sans dessert. D'accord, d'accord. Oui, bon, d'accord. Oui, allez-y, monsieur. Je vous... Oui, et puis je reviens sur les probions, là, ça bien revient... fort. Les prions. Non, les probions aussi. Alors, donc, oui, c'était, disons, les formes de vie très rudimentaires, ou peut-être de non-vie, mais où il y avait un échange entre l'intérieur et l'extérieur, si mes souvenirs sont exacts. Vous savez, nous sommes vraiment à la limite, c'est vrai, à la frontière entre ce qui est vivant et qui n'est pas vivant. Mais je crois que pour vraiment, qu'on pourra dire que nous avons synthétisé quelque chose de vivant quand on aura rassemblé tous les caractères dont j'ai parlé, et pas seulement le fait qu'il y ait une reproduction, qui est ceci, qui est cela.
surtout si cette reproduction dépend d'un être vivant, comme c'est le cas pour les virus, par exemple. Je pense que nous sommes effectivement à cette limite entre le vivant et le non-vivant, et que l'évolution a peut-être passé par un virus dans un premier temps, et puis que ce virus, eh bien, il lui fallait du vivant pour s'être reproduit. Alors, est-ce qu'à l'époque, il y avait du vivant? Non, certainement pas, puisque si on imagine que c'est la première étape avant d'avoir du vivant, comment a-t-il pu continuer à se reproduire? Donc, on peut penser aussi qu'ils sont arrivés en même temps, tous les deux. Vous savez, nous bénéficions à ce moment de beaucoup de médicaments qui sont liés à des produits que l'on extrait des plantes et que l'on modifie chimiquement. Mais enfin, les plantes nous donnent déjà une idée des molécules qu'on peut avoir pour traiter un virus, pour traiter une bactérie, etc. Nous bénéficions de la lutte que ces plantes-là ont eu à mener pendant des millions d'années avant que nous existions. Avant que les animaux existent, ils se sont battus contre des virus, contre des bactéries qui les attaquaient. Et donc, le contenu d'une plante qui a résisté fait qu'elle a gardé en elle-même des produits dont nous sommes fiers d'en extraire ensuite et les utiliser comme médicaments. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Merci le combat des plantes. Le combat et voilà, on en bénéficie maintenant. Madame, je crois. Oui, alors on parle effectivement d'évolution, mais est-ce qu'on peut imaginer que dans un très 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 lointain avenir, il y ait petit à petit régression, voire fin de vie. Ça dépend des hommes, ça. Hein. Il y a une question qu'on me pose aussi de temps en temps, ça c'est la régression des individus, ça va dépendre de ce qu'on va faire. Hein. Peut-être que si on a une atmosphère qui est trop polluée par la radioactivité, nous allons avoir des modifications de nos organismes, on aura un troisième bras qui nous poussera, ou on deviendra vert, etc., etc. Je ne sais pas, ça va dépendre de ce que l'on va faire. Moi, je suis personnellement partisan d'une protection de l'environnement, et en tant que chimiste plus que tout autre d'ailleurs, nous avons pris en chimie une orientation qui est en accord d'abord avec les règlements européens, mais en plus on va au-delà des règlements européens en s'obligeant à faire des réactions maintenant en suivant 12 principes qu'on appelle les 12 principes de la green chemistry, de la chimie verte. Donc j'espère que les individus seront suffisamment conscients de tout cela pour éviter de perturber l'environnement, parce que c'est ça qui pourrait conduire, sauf une évolution. Non, l'évolution va toujours dans un bon sens de toute façon, et elle amène toujours un mieux. Donc je ne pense pas qu'on ait une régression par une simple évolution. Je pense par contre que l'influence de l'homme est prépondérante. Et c'est surtout ça sur lequel il faudra veiller. Là, vous envisagez effectivement une évolution sur la Terre, mais dans l'univers. Voilà. Alors, il y a même l'évolution de l'univers lui-même, parce qu'on sait que les galaxies s'éloignent. Elles s'éloignent parce qu'il y a, comme je l'ai expliqué, création d'espace. Et l'espace se créant, on a l'impression qu'elle s'éloigne, parce que c'est l'espace lui-même qui se crée. Alors, seulement ça, c'est tant qu'il y a de l'énergie. Mais quand cette énergie va cesser, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, il y a plusieurs hypothèses là-dessus. Il y a une hypothèse qui dit c'est le grand crunch, là, c'est le big crunch. C'est-à-dire que tout va revenir en arrière du fait de l'énergie gravitationnelle et qu'à nouveau tout va se retrouver concentré, peut-être en sens inverse du Big Bang, et que tout va disparaître. Et puis qu'à nouveau, de façon cyclique, il y aura à nouveau un Big Bang et que ça recommencera. Alors ça, c'est une première hypothèse. Ou bien alors que l'on continuera à s'éloigner parce que l'on aura suffisamment d'énergie pour que cela se poursuive longtemps, longtemps, longtemps. Hein. Toutes ces hypothèses sont encore valables, nous n'avons pas aucune idée de ce qui se passera. Nous en avons parlé. Nous ne sommes pas pressés d'ailleurs. Non, on n'est pas mais je pense qu'on a le temps de toute façon. Hein, oui. Oui. Et peut-être dire simplement que l'hypothèse de Pink Roche est quasiment maintenant hors de course, avec l'accélération de l'expansion. Ah oui, je pense. Oui. Si vraiment cette accélération existe, on est obligé de mettre le Pink Roche. Tout à fait, je crois. Oui. Jusqu'à ce qu'on commence à douter sérieusement de l'accélération de l'univers. Exactement. Ça, Mais je crois, si vous permettez, madame, que la question, ou alors j'imagine que la question de madame était peut-être encore sur un autre plan. Il m'a semblé comprendre, c'est qu'elle demandait si, en matière de chimie en tout cas, des processus auto-générés, hein, comme vous appelez ça, autoreproduction. Voilà, c'est ça, etc. Pourraient arriver à finalement une annihilation de l'énergie d'un processus quelconque de transformation. C'est-à-dire qu'il y aurait comme une espèce de courbe avec une sorte de sommet comme ça, et à partir de ce moment-là, l'évolution normale entre guillemets mènerait
à l'inertie d'une certaine façon. Je ne sais pas si je vous traduis, madame, oui, avec mes mots. C'est très difficile de répondre à cette question-là. Hein. Bon, moi, c'est pas une bonne question, alors. Non, si, c'est une bonne question aussi. Je ne pense pas qu'il y ait une régression qui puisse se produire en dehors de l'activité humaine. Hein. D'accord, d'accord. Voilà, clairement. D'accord. Donc on est vraiment notre danger, quoi. Hein, voilà, oui. D'accord. D'autres questions? À propos de danger en chimie, oui, c'est vrai que vous avez une très mauvaise réputation, les chimistes. Vous allez toutes et tous me pardonner, c'était la règle des 3 P à une époque. Hein, ça pue, ça pète et ça pollue. Ce que j'aimerais que vous nous disiez, c'est aujourd'hui où on en est. Où on en est pardonnez-moi de revenir un petit peu là sur le plancher des mammifères complexes, où on en est de la réglementation, où on en est de tout ça, parce que vous êtes tellement un petit peu dans toutes les sphères de la chimie, vous pourriez peut-être nous renseigner là-dessus. Avec grand plaisir. Alors je sors surtout là d'une réunion hier où j'ai présidé le groupe de réflexion de la défense nationale sur les problèmes suivants, quelle va être l'incidence du règlement REACH européen sur les problèmes de défense nationale. Alors d'abord expliquons ce qu'est le règlement REACH. Le règlement REACH, c'est R-E-A-C-H, c'est de réglementer, en gros, c'est d'enregistrer, d'un premier temps, c'est enregistrer, évaluer, evaluation, et autoriser, authorization of chemicals, c'est-à-dire un règlement européen qui a été énoncé en 2007, appliqué dès 2008, dans lequel tous les produits chimiques, même ceux qui sont dans le commerce depuis longtemps, tous les produits chimiques doivent être examinés. Il faut qu'on les examine pour savoir leur qualité et leurs défauts. Savoir s'ils ont des activités cancérigènes, mutagènes ou des activités sur le système reproducteur, c'est ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens en particulier. Alors ce règlement REACH, il comporte plusieurs clauses, c'est 230 pages, plus 600 pages d'annexes. C'est donc au total 830 pages. Vous voyez, donc c'est un gros boulot, en sachant que la Défense nationale a 400 sociétés, au minimum 400 sociétés qui travaillent pour elle. Vous voyez le travail que j'avais à diriger, c'est-à-dire voir quelle était l'influence sur le reste. Alors, il suppose ce règlement que lorsqu'on veut mettre un produit ou continuer à mettre un produit sur le marché, qu'on soit fabricant, producteur, utilisateur, importateur, il faut le déclarer, l'enregistrer. Et ça coûte cher déjà. Et on enregistre. Donc on enregistre auprès d'une agence qui se trouve à Helsinki, qui s'appelle l'ECHA, c'est l'agence des produits chimiques. On enregistre ce produit, à partir du moment où il est enregistré, on l'enregistre avec les propriétés physico-chimiques, la toxicité, l'écotoxicité. Maintenant, il faut faire l'écotoxicologie toujours. Et tout ça montre que, après examen, que le produit peut être conservé en l'état et continuer à être vendu, c'est parfait. Ou alors on s'aperçoit que ce produit est dangereux, auquel cas il faut demander une autorisation pour l'utiliser. Alors cette autorisation sera donnée pour 5 ans ou pas donnée du tout. Il y aura une interdiction. Si elle est donnée, elle le sera pour 5 ans, à condition de prendre toutes les précautions possibles. Et il y a aussi un domaine de restriction, c'est-à-dire qu'on pourra dire, d'accord, vous pouvez utiliser ce produit, mais dans telle application. Parce que quand on dépose une demande, il faut que ce soit non seulement sur le produit, mais sur les usages qu'on va en faire. Alors, pas un exemple, le formol. Le formol est un produit dont on s'est aperçu qu'il était cancérigène. Or, le formol est utilisé pour faire certains polymères. Le formica, par exemple, qui fait que l'air intérieur des maisons est souvent rempli de formol, parce que maintenant, avec le temps, le formol commence à se dégager de ces ensembles-là. Donc, si on peut déposer le formol, il faudra dire l'usage. Parce qu'il y a un deuxième usage, c'est la thanatopraxie, c'est-à-dire la conservation des cadavres. Actuellement, 50% des cadavres français sont conservés parce que la famille tient à attendre, par exemple, que l'oncle untel qui arrive de l'OM puisse voir la personne décédée avant de l'enterrer, ou bien que l'on veut, dans une maison de retraite, par exemple, montrer que la personne décédée elle est très, très calme, très saine, etc., que c'est pas grave, etc., etc.
Donc, on fait un traitement de thanatopraxie. Regardez, elle avait bonne mine, regardez. Voilà. 50% des cadavres sont traités à l'heure actuelle en France. Aux États-Unis, c'est près de 80%. Hein. On injecte 4 litres de dérivés formolés dans la cavité abdominale et on fait une exsanguinotransfusion avec des produits du formol. Donc, si on interdit le formol, il y a 1000 thanatopracteurs déjà qui vont au chômage. Et on n'a plus la possibilité parce qu'on n'a pas de substitut actuellement. Alors, on va être obligé d'autoriser, on est d'ailleurs obligé pour le moment de continuer à autoriser l'utilisation du formol parce que pour des raisons économiques, on ne peut pas se permettre de l'interdire. Mais on a demandé à l'industrie chimique de chercher des substituts. Et à l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité environnementale et de santé, nous recevons les propositions des industriels qui proposent des substituts. Et nous veillons à ce moment-là à ce que le substitut ait les propriétés physico-chimiques correctes, qu'au point de vue toxicité, ce soit correct, et écotoxicité également. C'est-à-dire qu'il ne pollue pas l'environnement. Alors vous voyez que ce formol, il a au moins 2 applications. Quand quelqu'un dépose un enregistrement, il faudra qu'il donne l'une et l'autre application s'il veut préserver les deux. Mais s'il ne donne que celle des polymères, on ne pourra pas l'utiliser pour la thanatopraxie. Et s'il donne pour la thanatopraxie, on ne pourra pas l'utiliser pour les polymères. Donc il y a ce dépôt, cette surveillance déjà de tous les produits. Sachez que nous attendions peut-être 30 000 produits comme dépôt, 32 000 exactement. Il y en a 126 000 produits chimiques qui ont été préenregistrés. C'est-à-dire qu'avant fin 2008, les industriels ont déposé l'enregistrement de 126 000 produits chimiques qui vont être examinés. C'est un coût considérable, c'est de l'ordre de 50 à 60 milliards d'euros pour faire toutes ces analyses-là. Mais en tant que citoyen, je trouve que c'est une bonne chose parce que ça permet de nous protéger contre des cochonneries chimiques qui pourraient exister. Hein. Voilà, alors ça c'est ce qui est réglementaire obligatoire. Mais les chimistes n'avaient pas attendu cela. Il y a eu d'abord un mouvement qui est parti du Canada qu'on appelle Responsible Care. Et vous savez, les gens d'Amérique du Nord, ils n'ont pas le même tempérament que nous. Chez nous, il faut qu'il y ait un règlement, sinon on n'obéit pas. Eux, par contre, c'est le volontarisme. Et les Américains, comme les Canadiens, c'est le volontarisme. Donc, on est d'accord pour faire ça et on le fait. Et si vous ne le faites pas, d'ailleurs, vous êtes drôlement attaqué par la suite. Donc, ils ont lancé l'opération Responsible Care qui correspond un peu à REACH, au même règlement REACH. Mais on est allé encore plus loin. En 1991, un nommé Paul Anastas a lancé ce qu'on appelle les 12 principes de la green chemistry. Alors je préfère dire green chemistry que la chimie verte, parce que dans l'esprit des gens, quand on dit chimie verte, c'est les produits des agro-ressources. Non. Les 12 principes, ce sont des principes que nous devons suivre volontairement quand nous faisons nos propres expériences en laboratoire ou quand un industriel veut faire un produit. D'abord, c'est d'utiliser le moins possible de solvants, parce que ces solvants sont volatiles, et c'est ce qu'on appelle les composés organiques volatiles qui nous envahissent. Ensuite, d'utiliser le plus possible des réactions catalytiques, parce que là, ça permet de faire des réactions à plus basse température, dépenser moins d'énergie, etc. C'est également d'utiliser les produits de la biomasse, mais là, on se trouve en compétition avec l'alimentation en particulier, et autre chose. Donc il faut bien faire attention. Vous savez, quand on touche l'environnement, eh bien, on touche une chose et on en touche d'autres à la fois. Et donc, on l'a vu tout simplement, quand on a voulu remplacer les dérivés fluorés et chlorés qui étaient utilisés dans les réfrigérateurs, on s'est aperçu que ces dérivés-là avaient une influence sur la couche d'ozone. C'est eux qui, en particulier, ont fait disparaître une grosse partie de la couche d'ozone. Et donc, les chimistes ont réagi, ils ont trouvé des substituts. Alors les substituts qui sont trouvés, c'est des dérivés qui étaient chlorés et hydrogénés, où il n'y avait plus du tout de fluor. Malheureusement, à ce moment-là, fluoré et hydrogéné, il n'y avait pas du tout de chlore. Malheureusement, ces produits ne touchent plus la couche d'ozone, mais ce sont des gaz à effet de serre. Donc, vous voyez, il faut faire la distinction. Les gaz à effet de serre, c'est ce qui va augmenter la température du milieu, puisqu'on va être sous une sorte de capsule là qui va empêcher les rayons de repartir et donc on va être réchauffé. C'est des produits qui sont beaucoup plus efficaces que le CO2, par exemple, dans le sens négatif au point de vue efficacité. Donc, vous voyez, nous sommes engagés dans un combat de développement durable et de ce qu'on appelle l'innovation responsable. Alors, bon, ceci ne doit pas vous faire oublier que sans la chimie, eh bien, vous manqueriez de beaucoup de choses. D'abord, vos vêtements. Si vous demandez, par exemple, nous allons faire un choix, je prends quelqu'un de la salle, je lui dis, vous allez enlever tout ce qui est passé entre les mains d'un chimiste. Il serait à poil à moins de temps, hein, parce que tout est passé entre les mains d'un chimiste, pratiquement. Hein. Allez, chiche. Tout. Allez, vous choisissez quelqu'un. Vous voyez, donc c'est un problème. Et donc, j'ai récemment écrit un article à la fin de l'année de la biodiversité, qui était l'année dernière, et au début de l'année de
l'année internationale de la chimie qui est cette année, j'ai fait un article que j'ai appelé « Diversité chimique et biodiversité ». Nous connaissons 26 millions à peu près de molécules chimiques qui sont répertoriées dans ce qu'on appelle le chemical abstracts. C'est peu, c'est peu. La nature nous en a donné 200 000 à peu près, vous voyez, 200 000. Alors maintenant, si on veut faire des grandes quantités de produits avec des nombres de carbone suffisants, etc., on arrive très vite à des quantités considérables. 13 atomes, 960 millions de produits. Donc il ne faut pas nous reprocher de faire beaucoup de produits chimiques quand on recherche un médicament, par exemple, parce que dans ces 960 millions, il y a certainement un produit contre l'Alzheimer, un produit contre toutes les maladies que vous pouvez imaginer. Et avant qu'on ait fait les 960 millions, vous savez, il y a des siècles qui vont se passer, bien entendu. Alors fort heureusement, les plantes nous ont fait un tri. Ce que nous faisons en extrayant un produit d'une plante, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, se servir de la riposte que la plante a fait contre une attaque, elle nous donne un signe à ce moment-là. Et on a l'exemple fameux dont on a encore parlé cet après-midi de notre regretté collègue Pierre Potier, qui étudiait un produit qui est issu de l'IF. L'IF américain, par exemple, donne une substance qu'on appelle le Taxol, qui est un produit anticancéreux très efficace. Malheureusement, pour avoir ce produit, il faut enlever l'écorce de l'IF et l'IF crève. Et il faut à peu près une forêt pour traiter une personne qui a un cancer du sein. Donc vous voyez, c'était une belle réussite. Les chimistes, en 2 ans, ont fait la synthèse totale de ce produit. 2 ans. 2 synthèses totales ont paru à ce moment-là. Mais les synthèses totales, c'est partir de rien pour arriver à des molécules et c'est des synthèses extrêmement complexes. Pierre Potier a eu l'idée de regarder si les épines de l'IF ne contenait pas déjà quelque chose qui le rapprocherait du Taxol. Et bien effectivement, il y avait le précurseur du Taxol. Alors ces épines, on les récupère, on extrait ce produit, et ce produit, on peut ensuite le modifier, le moduler, parce que quand on dit, nous disons, nous chimistes, 95% des médicaments sont d'origine chimique, sont chimiques. Et les biologistes nous disent, ah non, 65% à peu près sont d'origine naturelle. En réalité, nous avons raison tous. Parce qu'il y a réellement, parmi les médicaments, 6% qui sont des produits naturels qu'on n'a pas modifiés. 94% ou 90%, il en reste encore des produits de synthèse imaginés purement et simplement par le chimiste, mais une grosse partie, ce sont des produits naturels que nous avons modifiés chimiquement. Et ce qu'a fait Pierre Potier en prenant un précurseur du Taxol, c'est de le modifier pour qu'il réponde à des règles d'acceptabilité par les individus et en même temps d'efficacité. Donc voilà comment nous travaillons. Et on travaille de plus en plus en appliquant ces règles de la chimie verte, qui est, je crois, la preuve que nous souhaitons, et nous sommes des citoyens comme vous tous, hein, on ne souhaite pas polluer. Il y a eu des films qui sont un peu exagérés des fois, montrant, à juste titre, c'est vrai, ce qui est montré par exemple sur certaines sociétés dont je ne dirai pas le nom, qui a fait des tas de cochonneries. C'est vrai, mais c'est exceptionnel. La plupart des industriels sont des gens qui sont sérieux. Actuellement, un problème se pose avec les nanoparticules. Les nanoparticules, ça fait peur. Dans beaucoup de villes, on n'a pas réussi à faire le dialogue qu'il fallait faire avec la société au sujet des nanoparticules. Ce qui fait le plus peur dans les nanoparticules, c'est la science-fiction. Ce n'est pas la réalité, mais quand vous parlez aux gens, ils vous disent, en souvenir de tous les livres qui ont paru là-dessus, attention, l'autoreproduction justement des nanoparticules peut conduire à des choses extraordinaires. On imagine très bien une nanoparticule. Il y a un livre extra là-dessus, je vous le conseille. Il s'appelle La Proie en français. Il a été écrit par Michael Crichton. Michael Crichton, c'est celui qui a fait le livre sur comment s'appelle ce film fameux où on reproduit les dinosaures, etc. Là, Jurassic Park. Jurassic Park, voilà. Mais c'est celui qui est à l'origine de Jurassic Park. Hein. Et il faut lire le livre, il est mort maintenant, de Michael Crichton, qui s'appelle La Proie. En anglais, c'est La Gelée Grise, dans lequel il imagine que ces petites particules, ces nanomatériaux, se sont reproduits en grande quantité, et puis, formant des familles entre eux, ils sont arrivés à une certaine intelligence, qui n'existera pas, bien entendu, et qu'ils envahissent les individus pour aller dans leur cerveau, qui leur bouffent le cerveau, en laissant à la place une gelée grise. Alors quand vous lisez ça, bon, le soir avant de se coucher, on a la trouille, parce qu'on se dit, si c'est ça les nanoparticules, qu'est-ce que ça va donner? En fait, ça, c'est la science-fiction, ça. C'est la science-fiction, ce n'est pas ça. Par contre, il faut être attentif dans les nanoparticules à certaines caractéristiques. Une nanoparticule, c'est quelque chose qui a un petit volume pour une grande surface. Ce qui veut dire que vous avez un grand nombre d'atomes de surface qui vont avoir une efficacité considérable. Les propriétés changent énormément. L'or, dont vous connaissez tous la coloration, quand c'est sous forme de nanoparticules, c'est rouge.
Et vous regardez les vitraux, par exemple, de la cathédrale de Milan, qui sont rouges parce que, sans le savoir, ceux qui ont fait les vitraux ont fait des nanoparticules d'or. Voyez, vous êtes envahi par les nanoparticules, vous en respirez en ce moment dans cette pièce. Il y a des milliers de tonnes de nanoparticules qui nous envahissent. Seulement, on a peur de ce qui est manufacturé, ce qui est naturel, le sable, etc. On n'en a pas peur. C'est aussi dangereux et la crainte qu'on peut avoir sur les nanoparticules, c'est lié à cela. Et si vous regardez la façon dont travaillent les industriels là-dessus, il ne faut pas croire qu'on en fait des grammes. On en fait des milliers de tonnes de nanoparticules. Le nanotube de carbone, par exemple, eh bien, la société française, la meilleure en chimie, fabrique ça à milliers de tonnes par an. Mais elle le fait d'une façon extrêmement surveillée, comme avec ce qu'on appelle laboratoire P4 quand on traite des virus. Donc c'est quelque chose qui est très très bien surveillé. Vous avez des nanoparticules dans de nombreux objets. Vos raquettes de tennis, maintenant, eh ben, sont formées avec des nanoparticules à l'intérieur. Les bas de porte des voitures, c'est également formé avec des nanoparticules. Vos pneus Michelin verts qu'on appelle, c'est fait avec des nanoparticules de silice. Voilà, donc vous êtes déjà dans un monde de nanoparticules dont il faut avoir peur des propriétés physico-chimiques, mais non pas du tout de ce qui est la science-fiction, parce qu'on en est loin. Alors l'embêtant, c'est que quand vous lisez un journal du CNRS, ils vous présentent une nanoparticule qui est un tube de carbone avec des pattes qui sont des peptides et un moteur moléculaire devant en vous disant on va pouvoir injecter ça, ça va aller. Alors ça fiche une trouille bleue. On en est loin, et croyez-moi, on en est loin. Non, il faut être raisonnable dans les sciences et avoir confiance dans la science. Je crois que oui, il y a une réponse là-bas quand même. Oui. Non, pas une réponse, une question. Oui. Concernant donc REACH, oui. Comment allez-vous mener l'étude concernant l'interaction de tous ces produits chimiques? Ah, ça aussi, c'est encore une bonne question. Pardon de vous féliciter à chaque fois. Hein. Mais effectivement, ce qu'on sait faire, c'est regarder produit par produit. Mais le mélange de produits, nous n'avons pas de solution. Hein, c'est-à-dire qu'il faudrait à chaque fois, mais vous comprenez qu'il y a 120 000 produits là qui sont, 138, je ne sais plus du tout, maintenant tellement il y en a. Bon, vous vous rendez compte le nombre de combinaisons possibles qu'il faudrait faire pour étudier tout ça? C'est pas possible. Je crois qu'il faudra le faire au cas par cas. Quand, par exemple, on regarde un médicament, on vous dit toujours, attention, il ne faut pas le prendre en même temps que tel autre, parce qu'on sait qu'il peut y avoir une influence de l'un sur l'autre. Alors ça peut être une influence directe, ou ça peut être une influence dans les conséquences que ça peut avoir dans les relations avec l'organisme, par exemple. Hein. Donc à chaque fois, ce sera au coup par coup. À l'ANSES, c'est un problème que nous nous posons souvent. On a examiné récemment un biocide qui était constitué de 2 produits. Alors là, on a examiné la toxicité des 2 produits mélangés. On n'a pas regardé l'un et regardé l'autre. Alors que la règle voudrait que l'on examine la qualité toxicologique de l'un et celle de l'autre. Mais on ne peut pas les séparer. Donc on a examiné les 2. Là, c'était un cas idéal pour répondre à votre question. Mais la plupart du temps, on ne regarde pas. On regarde la toxicité du produit isolé, bien sûr, de l'un et de l'autre. Et alors du coup, par rapport à cette réglementation qui doit entrer en vigueur et comment l'appliquer, elle se fait produit par produit. Où est-ce que vous situez ce qu'on appelle communément le principe de précaution? Le principe de précaution, il est limité à la substance elle-même. Le principe de précaution, c'est l'article 5 de la Charte de l'environnement qui est adossé à la Constitution, qu'il nous faut appliquer. Je fais partie du comité de prévention et précaution et je peux vous garantir que nous veillons à ce qu'il soit strictement appliqué. Strictement appliqué, ça ne veut pas dire que ce soit... qu'on soit très sévère. Ça veut dire tout simplement qu'il faut l'appliquer que lorsqu'il est applicable. Le principe de précaution, il est, je le disais, je le répète, c'est l'article 5 de la Charte de l'environnement. Et donc, c'est l'environnement. Le principe de précaution il ne devrait, en théorie, s'appliquer qu'à l'environnement. On l'applique aussi à la santé, c'est légitime. Mais quand, par contre, vous entendez notre président de la République qui dit, écoutez, il faut interdire les voyages sur New York en vertu du principe de précaution, parce qu'on risque un problème de terrorisme ou autre, c'est faux, il n'a pas le droit. Le principe de précaution ne s'applique pas, il ne faut pas l'appliquer n'importe où. C'est l'environnement et la santé, et c'est tout. Un tout petit mot, s'il vous plaît, parce qu'on arrive à la fin du forum. Un tout petit mot. Vous nous avez parlé tout à l'heure d'Helsinki, si je me souviens bien, pour le C'est là que se trouve l'agence, oui. Rapport de vos activités chimiques dans la chimie avec les laboratoires pharmaceutiques. Le Mediator, on a téléphoné à Helsinki pour savoir... Non. Bon, alors, le Mediator, je prends Joker pour le Mediator. Non, mais pour revenir pour la réponse sur REACH quand même... Dans le produit, vous avez donc 120 000 produits qui vont être envoyés à REACH pour enregistrement. Ça coûte très cher.
Quand vous produisez 1000 tonnes par an d'un produit, l'enregistrement d'une substance, c'est à peu près 1 200 000 euros. 1 200 000 euros. Chaque usage, ça fait ça à peu près. Hein. Donc c'est énorme. Mais ça va faire 53, 54 milliards pour l'ensemble de l'industrie chimique française à peu près. Hein. Donc c'est considérable. Ça, autant d'argent qui n'ira pas à la recherche, etc. Mais qui, à mon avis, est nécessaire. Hein, est nécessaire. Donc substance par substance. On dépose une substance avec ses propriétés, comme je vous l'ai expliqué. Et on fait confiance à ce qui a été déposé. Là aussi, c'est critiquable. Parce que l'ECHA, l'agence européenne d'Helsinki, ne peut pas se permettre d'étudier les 120 000 produits. Donc elle va étudier 5% des produits au hasard. Et si on tombe malheureusement là-dedans sur une société qui a truqué, alors ça lui coûtera très cher. Donc ils savent très bien qu'il faut se tenir à carreau. C'est un moyen de surveiller. Mais je dis bien substance par substance. On ne peut pas faire les combinaisons de 130 000 substances. Madame. Ah, alors, d'accord. Oui, allez-y, madame, puisque après, madame. Je vais juste dans la continuité. Vous avez dit que ça coûte très cher. Ça veut donc dire que tous les petits producteurs sortis de la sortie, merci, bravo Monsanto et consorts. Non, nous avons un problème très grave là. Ce n'est pas les mêmes produits que font les petits producteurs et Monsanto. Hein. Non, bien c'est sûr, pas les mêmes. Enfin, donc, on est à J-4 minutes. Hein. Voilà. Ce qui va arriver nécessairement, c'est que beaucoup de petites et moyennes entreprises ne pourront pas déposer parce que c'est trop cher. Bon. Et puis il y a ceux qui pourront déposer, mais qui ne le feront pas parce qu'ils n'auront pas assez de débouchés. Ils vont donc payer trop cher pour quelque chose qui ne va pas leur apporter. Donc ils ne vont pas le déposer non plus. Donc nous risquons de nous trouver avec une vulnérabilité en termes de produits chimiques qui vont nous manquer. Et que nous ne pourrons pas faire venir de l'extérieur s'ils n'ont pas été enregistrés. Nous ne pourrons pas les faire venir de Chine, par exemple. Alors il y a des cas terribles, par exemple l'utilisation de produits anti-corrosion pour les avions, par exemple. Ce sont des dérivés du chrome. Les dérivés du chrome sont dans le collimateur, ils sont dans la liste de l'ECHA, c'est-à-dire la liste de produits à écarter. Donc nous ne pourrons plus faire de chromage et donc de traiter les pièces d'avion parce qu'on aura... Par contre, c'est ce qu'on appelle un article, hein, une pièce d'avion comme ça. Par contre, ces articles, une fois qu'ils sont traités, ils contiennent très peu de chrome. Après, c'est au-dessous de 0,1%. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre ces articles-là, on ira les faire traiter en Chine, nous allons donc perdre un marché, et on les fera re-rentrer, ils seront autorisés à rentrer parce qu'ils auront moins de 0,1% de chrome, et ils seront autorisés à rentrer. Voilà ce qui nous pend au nez et qui va arriver. Ça, c'est sûr qu'on va y perdre au point de vue développement économique, ça c'est certain. C'est ce qu'on appelle une politique nickel-chrome. Voilà. Oui, madame, la dernière question, alors franchement. Voilà, c'est au sujet des... Bonjour monsieur, c'est au sujet des plastiques. Bien fort, bien fort. Au sujet des plastiques, oui. Il y en a toujours autant et beaucoup dans les emballages alimentaires. Et il y en a un certain nombre qui sont biodégradables, mais je voudrais savoir ce que vous avez, si vous êtes capable actuellement de les détruire et comment, et pourquoi on en fabrique toujours autant. Alors, si on en fabrique toujours autant, c'est parce que vous le demandez, hein, tout simplement. Parce qu'il faut que les produits soient enveloppés, soit ceci, soit cela. On a pris l'habitude d'un certain confort, et si on pollue, c'est parce que vous polluez. Si tout simplement vous preniez la précaution de ne pas jeter dans l'eau les sacs en plastique comme le font les gens qui sont dans la mer, on n'aurait pas ce vertox qu'il y a au centre de l'Atlantique où il y a des tonnes et des tonnes de plastique qui sont rassemblés et qui ne sont pas dégradables. Alors, actuellement, il y a une très forte orientation vers la préparation de dérivés biodégradables. Mais attention, vous ne pouvez pas faire une bouteille d'huile qui va être biodégradée rapidement. Parce que à ce moment-là, dès que vous avez l'huile dedans, vous allez avoir le bouchon à la main et puis tout le reste qui va s'écrouler. Donc on a besoin de faire des choses qui résistent quand même. Alors il existe actuellement quelques polymères biodégradables. Ce sont d'abord les polylactates. Et à l'ANSES, par exemple, où nous respectons l'environnement, nous recevons des repas froids parce que nous travaillons de 9h à 5h sans arrêt et on nous apporte un repas froid dans des plats en polylactate parce que ceux-là sont recyclables, sont biodégradables, etc. Il y a les polyhydroxyalcanoates. Ce sont la deuxième catégorie de produits, de polymères qui sont également biodégradables. Mais ce sont les deux seuls. Par contre, on vous trompe des fois. On vous trompe, je vous dis comment. Vous prenez certains polymères, ils sont constitués de polyéthylène, par exemple, et puis on leur ajoute une petite chaîne d'amidon, puis à nouveau du polyéthylène, etc. L'amidon, lui, il est dégradable. Donc il va se couper.
et il va vous laisser des petits morceaux tout petits que vous ne verrez pas, vous croyez que vous avez dégradé, mais ils seront toujours là, les petits morceaux de polyéthylène, voyez. Par contre, vous aurez enlevé tout ce qui était dégradable comme l'amidon. Alors, sachez que c'est un problème très important parce que les plastiques, c'est ça. L'industrie chimique, c'est essentiellement les plastiques actuellement, les polymères. Et puis, nous nous trouvons devant le fait qu'il y a une demande, qu'il y a une réponse, mais que cette réponse, elle n'est pas idéale, bien entendu. Il faudrait que chacun y mette du sien pour qu'elle le devienne, mais qu'entre-temps, les chimistes essaient de trouver une solution à cela, mais c'est pas immédiat. Trouver des substitutions, c'est ce qu'on nous demande. Ça prendra des fois des années, des dizaines d'années avant qu'on trouve un produit de substitution. Je disais le formol tout à l'heure. Le formol, on n'a encore pas de produit de substitution pour le formol. Quand en aura-t-on? Je ne sais pas. Combien ça coûtera? Je ne sais pas. C'est une question qu'on m'a posée hier. On m'a dit, voilà, pour la défense nationale, combien ça va coûter? Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'on va substituer. Il faut le dire quand on ne sait pas. Oui, tout à fait. Un prof, en général, il ne le dit pas. Voilà. Il dit toujours qu'il a une réponse. Voilà, de la chimie naquit la vie, et puis de la chimie continuera de naître la vie, peut-être, aussi. Tout ça, ça se conjugue au présent, probablement. Je vous rappelle que nous nous retrouverons le jeudi 25 mai, si vous le voulez bien, avec Jacques Balthazar, qui répondra à l'épineuse question, le cerveau a-t-il un sexe? Ce qui vaut mieux comme formulation que l'inverse, d'ailleurs, je vous le passe au départ. Et puis, je voudrais que nous remercions notre chimiste qui est vraiment là.